et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et je vous retrouve pour un vlog où je vais vous emmener sur quelques jours, quelques semaines, vous présenter mes projets en cours, les coulisses de mon travail et autres. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Première vidéo d'un format que j'ai envie d'essayer, de vlog plus régulier sur 2025. C'est une tentative, on verra si ça me plaît, si ça vous plaît. Mais voilà, je fais ça, comme je vous l'avais expliqué pendant les vlogmas, sans objectif de durée, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement sur combien de temps je vais filmer, mais c'est parti. On est le 13 janvier, je viens vous voir après une petite semaine de vacances que j'ai prise juste la semaine dernière, donc reprise de travail, et donc reprise de pas mal de tâches administratives, d'autant plus que j'aime bien mettre l'essentiel, le gros de mes tâches administratives en début de semaine pour m'en débarrasser tout simplement. Donc là lundi j'ai pas mal de choses à faire, je me suis occupée de mes tests puisque j'ai 2 gros tests en cours en ce moment sur 2 pulls. Il y en a un qui est bien avancé et qui en est à un stade où la plupart des testeurs ont passé les éléments critiques. Donc il s'agit du pull Pony, qui est là, qui est vert. Je vais vous mettre des photos ici plutôt que d'à chaque fois les déranger parce qu'ils sont, on dirait pas, mais ils sont pliés de manière à peu près organisée pour pas faire de plis. Donc le pull Pony qui en est à un stade, comme il est prévu pour février, la plupart des testeurs ont passé les étapes clés, certains ont déjà fini. Et ça me permet de voir est-ce qu'il y a vraiment des endroits où plusieurs personnes ont eu des soucis de compréhension, notamment sur le pull Pony, au niveau des épaules. Je peux vous montrer même sur celui que je porte, c'est aussi un pull à épaules tombantes et quand on fait moi la façon dont je fais les épaules tombantes, vous avez des rangs raccourcis ici qui fait que vous voyez c'est plus large là et hop ça s'affine là. Et comme on est en miroir sur chaque épaule, le devant droit est le même que le dos gauche et le devant gauche est le même que le dos droit. Donc on fait la même chose au niveau des rangs raccourcis, juste en inversant droite-gauche. Moi j'aime pas trop répéter des blocs d'instructions dans le patron. J'évite le plus possible de faire balader les gens d'une partie à l'autre du patron, mais quand il s'agit de blocs d'instructions assez conséquents, j'aime pas répéter les instructions parce que mes patrons sont déjà assez longs comme ça, avec pas mal de blabla, donc je pense que ça suffit. Non et donc sur la formation des épaules dans le dos, le patron indique de faire comme l'épaule devant correspondante. Et sauf que la dénomination de la partie à répéter était pas assez claire puisque plusieurs testeurs ensuite ont continué, ils n'ont pas fait que les rangs raccourcis mais ont aussi fait l'encolure devant qui est spécifique au devant puisque le devant est creusé. Et il faut faire ça. Donc comme c'est arrivé à plusieurs testeurs, j'ai reformulé pour éviter ça, je l'espère. Donc ça a été le premier le premier jeu de mise à jour. Le deuxième test que j'ai en cours, c'est le pull calamondin, qui est un pull en raglan en jacquard. Et là on est au tout début du test. Donc il y a pas mal de petites coquilles à corriger sur la version française, notamment parce que j'écris mes patrons en anglais et ensuite je les traduis en français et j'ai certains automatismes de traduction qui parfois bug. Et donc il y a certaines coquilles qui restent, des mots qui restent en anglais, des phrases qui sont écrites bizarrement parce que quand j'étais en train de traduire j'avais le mot en anglais sous les yeux et du coup je l'écris d'une mauvaise façon en français, etc. Des formulations qui sont bizarres parce que c'est pas très évident. J'ai fait de la traduction littéraire de l'anglais vers le français, mais c'est pas forcément très... c'est pas toujours évident, si vous en avez fait aussi, vous savez peut-être, c'est pas forcément évident quand on lit une phrase dans une langue de reconnaître les idiomes et comment il faut... les choses sont pas formulées du tout de la même façon dans l'autre langue vers laquelle on traduit. Et donc... il y avait ces petites coquilles de traduction, et notamment, mais quelque chose qui m'embête un petit peu plus sur Calamondin, c'est que comme il y a 12 600 diagrammes,
puisque comme on est sur un raglan, il y a les diagrammes pour le corps, les diagrammes pour les manches, les diagrammes si vous avez un fond clair, les diagrammes si vous avez un fond foncé, voilà les deux contrastes pour que ce soit plus facile à suivre. Et bah il y a beaucoup de diagrammes et donc forcément il y a des petites coquilles sur les diagrammes, un petit peu trop, il y en a eu 4 ou 5 des erreurs sur les diagrammes. Après ça va puisque ça va, je me flagelle pas trop parce que c'était des erreurs, alors soit que instinctivement la plupart des testeurs ont déjà passé en fait et s'en sont même pas rendus compte parce que naturellement on fait la bonne chose, soit c'était des erreurs qui se trouvent sur la fin du diagramme au niveau du raglan, donc c'est des... Voilà, c'est un coup il manque une maille dans la couleur contrastante, vous voyez. Et donc c'est pas, ça se voit pas sur la ligne de raglan, donc c'est pas très grave, mais il faut quand même que que les grilles soient correctes. Donc voilà, j'ai envoyé pas mal de corrections ce matin à mes testeurs. J'ai fait aussi un post Patreon, puisque donc j'ai une page Patreon pour les gens qui souhaitent soutenir mon activité. Je fais des vidéos spéciales tous les mois pour Patreon. La vidéo du mois de janvier, c'est une vidéo où je parle de mes choix de couleurs. Voilà comment moi je choisis mes couleurs pour mes projets. Et quand il y a des associations de couleurs, quelle sorte de petites règles j'ai mises en place, parce que comme j'ai pas forcément un très bon instinct, je trouve, pour trouver des associations de couleurs sympas, bah comment je pallie à ça, je remédie un petit peu à ça, je pallie ça, remédie à ça. Voilà, quelle sorte de petit schéma je fais pour associer des couleurs quand j'ai besoin d'en associer surtout plus de 2 parce que c'est compliqué. Voilà. Donc c'est la vidéo du mois sur Patreon, j'ai mis ça en ligne ce matin. Et j'ai 2 autres grosses tâches administratives dont je me suis occupée, donc je suis en train de m'occuper ce matin. Et c'est des choses qui sont un petit peu différentes, un peu plus inhabituelles dans mon quotidien, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler aussi. La première chose, c'est qu'il y a une semaine, quelqu'un m'a contacté pour des tailles de mes chaussettes, de mon patron de chaussettes Orzane. Donc ce sont des petites chaussettes en dentelle que j'ai publiées en 2020 je crois. Et la personne avait besoin d'une plus grande taille, puisque ce patron n'était gradé que pour aller jusqu'à, alors c'était 72 mailles, donc ça correspondait à peu près à 22,75 cm de circonférence de chaussettes. Mes patrons de chaussettes plus récents vont jusqu'à 25, mais c'était pas le cas avant. Et malheureusement, j'ai pas le temps systématiquement de mettre à jour mes anciens patrons, que ce soit en termes de style d'écriture et en termes de gradation. Pour l'instant, j'ai pas le temps, surtout que c'est un travail infini en fait. Il faut un peu que j'accepte le fait que le patron, quand je le sors, c'est le meilleur patron que je peux sortir au moment où je le sors. Et si je mettais tout à jour pour correspondre à la façon dont je fais mes modèles maintenant en 2025, bah déjà dans 6 mois ce serait plus valable non plus. Vous voyez, donc j'ai pas le temps pour l'instant de faire systématiquement des mises à jour comme ça, mais ponctuellement quand quelqu'un a besoin d'un modèle gradé sur une taille plus petite ou une taille plus grande, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez envie de faire un de mes modèles et que vous avez besoin d'une taille qui n'est pas disponible, demandez-moi et je regrade ce modèle spécifiquement, je prends le temps de le faire. Voilà. Sur demande. Donc là en l'occurrence la personne avait besoin de 2 tailles plus grandes. Alors oui, je le fais aussi sur les vêtements, mais par contre c'est bien une taille plus petite que la plus petite taille déjà disponible ou des tailles plus grandes que les plus grandes tailles déjà disponibles. Et dans l'immense majorité des cas, je ne peux pas grader entre 2 tailles. Ça arrive parfois que les gens, notamment sur les vêtements, demandent bah moi je suis entre les deux, j'aurais besoin d'une taille, je sais pas, 5,5. Mais souvent l'écart entre les tailles est un peu figé par les motifs, etc. Donc c'est très très rare que je puisse, il y a des exceptions, mais c'est très très rare que je puisse grader entre 2 tailles. Donc là je parle vraiment de grader une taille en dessous de la taille 1 actuelle et au-dessus de la taille 10, 12, 14, la plus grande taille actuelle. Donc là, pour Orzane, la personne avait besoin à peu près de 80 mailles, je pense que c'est ce qui va tomber juste. Donc j'ai rajouté 2 tailles pour atteindre ça. Sur le modèle Orzane, j'en ai profité pour refaire les grilles qui n'étaient pas faites avec mon outil de grille, mon outil de symbolique actuel. Et donc maintenant elles sont un peu plus jolies, les grilles, voilà, par rapport à en 2020. Et voilà, j'ai mis à jour le patron.
J'ai fait une mise à jour aussi sur quelqu'un qui m'avait signalé une erreur d'instruction sur un autre modèle. Voilà, des petits trucs comme ça qui font partie du quotidien. Et la deuxième chose, c'est que j'ai une proposition de modèle à envoyer à une marque de laine. Donc c'est une marque qui m'a contacté, elle m'avait contacté l'année dernière. Je vais pas vous dire qui parce que quelle marque, parce que si jamais ça se fait pas pour une raison ou une autre, j'ai pas envie de vous donner une idée, une envie de quelque chose et qu'après ça ne se fasse pas. Mais cette marque m'avait contacté l'année dernière. C'est une petite marque de laine indépendante. Elle m'avait contacté en mai, je crois. Et malheureusement à ce moment-là, j'avais pas du tout la possibilité de caler une collaboration, de caler un autre modèle. Elle m'a relancé là en début d'année et elle est tombée nickel puisque j'étais en train de finaliser mon planning et mes modèles pour 2025 et il y avait un modèle que j'ai envie de faire a priori pour décembre, mais voilà, ça va peut-être bouger puisque si c'est une collaboration et que là j'ai un petit peu de flexibilité, donc on va voir. Mais a priori pour décembre 2025, j'avais une idée de modèle qui n'avait pas de laine attribuée. Et je pense que ça peut être voilà, ça peut très bien correspondre à la laine en question de cette marque. Donc, les propositions de modèles que je fais de la même façon que ce soit pour une marque de laine ou pour un magazine, parce que j'aime bien donner le maximum d'informations de toute façon. Donc, comment je procède? J'envoie en fait un fichier avec plusieurs infos. D'une part, les infos de construction, donc tout, je mets vraiment le maximum de détails sur, en fait ça correspond à la partie technique utilisée que j'écris dans mes descriptions de patron. Voilà, est-ce que ça se tricote de haut en bas, de bas en haut, quelle manche si c'est des vêtements, les anses, comment ça va être gradé, les techniques employées, voilà, que la personne puisse se faire une idée du type de modèle que c'est, et dans le cadre d'une marque, je préfère quand même pour les collaborations que la personne ait une bonne vision de ce que ça va être, pour voir si tout simplement ça va leur plaire aussi, si c'est quelque chose qu'ils ont envie de voir, de mettre en avant, parce que si c'est une collaboration, ils sont un peu plus impliqués dans le processus que si c'est moi qui fais mon truc dans mon coin, et voilà, donc je préfère quand même que la personne sache à peu près comment va être le modèle. Et dans le cadre d'un magazine, c'est important de donner le plus d'infos possible parce que comme ils vont choisir une sélection de modèles, eh bien, faut pas qu'il y ait des redites, trop de redites. Voilà, s'ils ont déjà 15 modèles de pulls raglants, ils vont pas en remettre un autre. Faut aussi un certain panel de techniques, de difficultés, etc. Bon, là en l'occurrence sur la marque, ça elle s'en fiche, mais je préfère quand même lui donner toutes les infos. Ensuite sur la laine, alors là le truc c'est que j'aimerais bien utiliser une épaisseur DK, mais je sais pas si ça va être possible parce que peut-être qu'en termes de... c'est une laine qui est peut-être moins produite que d'autres gammes qu'elle a, donc on va voir. Je lui dis, je préférerais, voilà, j'ai une préférence mais ça me dérange pas d'utiliser l'autre épaisseur, d'autant plus que je connais pas la laine en fait pour l'instant, j'en ai entendu parler, c'est une laine qui est plutôt naturelle et gonflante, donc je sais à peu près à quoi m'attendre, mais elle sait mieux que moi et je pense que si je dois passer sur la fingering, ça sera pas un problème non plus. Je donne aussi mes envies de coloris de la même façon, là comme c'est une marque, je suis assez flexible hein, parce que je pense que c'est aussi important pour elle de me dire qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en avant. Donc je lui ai donné mes envies de couleurs, quelques idées de combos, parce que c'est un jacquard, vous allez voir, quelques envies de combos, mais si jamais, déjà peut-être qu'il y a certaines gammes qu'elle n'a pas, elle va avoir des nouvelles couleurs, elle m'a dit. Et peut-être qu'elle a envie de mettre certains combos en avant, donc je vais la laisser un peu me guider si elle veut bien. Peut-être que mon envie lui correspondra aussi, donc ça sera comme ça, mais on verra. Et dans le cadre d'une marque, d'une collaboration avec une marque de laine, je donne un peu mes délais. Voilà, à quel moment j'envisage de sortir le modèle, est-ce que c'est flexible ou pas, parce que parfois c'est pas flexible, parce que la sortie d'un modèle pour moi est l'immense majorité de mon revenu sur un mois donné en fait. Donc si je prévois de sortir le modèle tel mois, il faut qu'il sorte tel mois, parce que sinon je n'ai pas de revenus. Et si j'ai d'autres trucs qui sont figés autour, c'est coincé en fait, voilà, je suis bloquée et je peux pas sortir deux patrons très rapprochés parce que ils s'étouffent en fait. Donc je suis assez rigide sur
sur mon planning de sortie, ce qui explique pourquoi je fais assez peu de collaborations, hein, parce que j'aime pas non plus imposer mon planning à des marques alors que elles sont dépendantes d'une production physique, donc c'est pas forcément toujours très compatible. Donc si c'est pas flexible, je préfère le dire, je le dis en avance, voilà, je veux sortir, le modèle il va sortir tel moment, et c'est comme ça. Là en l'occurrence c'est flexible puisqu'on est bien en avance quand même, donc ce serait pour hiver 2025-2026, je préférerais le sortir en décembre, mais si ça lui va mieux de novembre à février, ça me va aussi. Donc faudra qu'on décide, mais le truc c'est qu'une fois que ce sera décidé, ce sera décidé. Et donc je donne aussi le délai à peu près de quand est-ce que j'ai besoin de la laine, etc. pour pouvoir m'organiser et gérer le test, etc. Voilà, donc je donne toutes ces infos, ça c'est un peu le blabla, le texte. Je fais un PDF en fait avec 2 pages. Alors il y a, dans le cas de certains magazines, parfois ils demandent 1 page. Et je dis mais vous êtes bien gentil, mais s'il faut mettre des croquis et des photos d'échantillons, ça fait des images qui sont comme ça, et donc on n'y voit rien. Donc moi je fais 2 pages, voilà. Et d'ailleurs, alors je pense pas faire les choses de la meilleure façon qu'il soit, mais j'ai quand même eu la chance d'être publiée dans plusieurs magazines, donc si jamais vous êtes designer et que vous savez pas trop, parce que parfois les directives sont pas très précises, il y a certains magazines qui donnent un exemple, voilà, un exemple de proposition, c'est à peu près ça qu'on veut, donc on peut copier, mais il y a certains magazines qui disent pas, c'est pas très clair ce qu'ils veulent, comment ils veulent que ce soit présenté, le type d'infos, etc. Si jamais vous êtes designer et que voilà, vous êtes curieux et que vous avez envie de voir comment moi j'ai fait mes propositions, et parce que vous savez pas trop quoi faire, si vous voulez envoyer des modèles à des magazines et que vous pensez que ça pourrait vous être utile de voir comment moi je fais, encore une fois, hein, je prétends pas je prétends pas les faire de la meilleure manière qu'ils soient, etc. Et c'est pas un exemple à suivre, c'est juste un exemple d'une façon de faire qui a été acceptée dans pas mal de magazines, par chance. Donc n'hésitez pas à me demander, je peux vous envoyer un exemple, y a pas de souci. Mais donc voilà, je fais une page, 2 pages PDF, une avec toutes les infos techniques comme ça, blablabla, les moyens de me contacter évidemment, etc. Et je fais des échantillons. Donc là, j'ai 7 échantillons. Alors le contraste est assez doux, ce sera certainement plus marqué vu le type de laine et vu ce sont des coloris chez cette marque qui sont assez vibrants, donc j'ai bien envie de jouer plutôt avec un fort contraste, mais voilà l'échantillon que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est un motif de jacquard géométrique, sans croisement de fil, donc c'est cool. Et je fais un croquis, 1 ou 2 croquis. Souvent pour les magazines, ils veulent impérativement voir un croquis sur une silhouette. Donc moi je suis incapable de dessiner une silhouette à main levée, non, je sais pas faire. Donc ce que je fais, c'est que je prends une photo de moi qui porte un modèle avec une aisance et une construction à peu près similaire. Je calque le contour du modèle et de moi, et je peaufine après les détails et j'ajoute les choses qui sont pertinentes pour le modèle en question. Quand je dois faire un croquis comme ça de silhouette, c'est comme ça que je fais, je calque une photo de moi. Et sinon je fais des croquis à plat. Alors vous voyez, oui, il y a une manche qui est plus longue que l'autre. Écoutez, c'est un choix artistique. C'est moi la designer, donc si j'ai envie d'avoir une manche plus longue que l'autre, je fais ce que je veux. Mais voilà, donc ça sera un gilet. Col V raglan, c'est à peu près une forme similaire à mon modèle Lénore, qui est un modèle que j'ai publié il y a quelques années. Donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas, qui est stické ici sur le devant. Ce sera un bon modèle, comme Lénore, ce sera un bon modèle pour apprendre à sticker. Alors Lénore a du jacquard à 3 couleurs, donc bof. Enfin bof, non, mais je veux dire, il faut un peu savoir faire du jacquard. Là je pense que ce sera très jacquard débutant compatible. Voilà, avec des diminutions sur les manches, une manche plus longue que l'autre, oui. Voilà, donc j'ai fait ce croquis. Et je vais lui envoyer donc un mail avec ce fichier, toutes les infos, avec toutes les infos dedans et ses représentations du modèle. J'espère que ça va lui plaire. Et on verra comment on s'organise et si ce modèle verra le jour tel quel. Voilà un peu pour mon gros boulot administratif du lundi matin. Il faut que j'appelle un garage automobile. Éventuellement.
Et ensuite je vais me mettre sur le prototype que je tricote en ce moment. Je vous montrerai ça plus tard dans la journée. Le prototype sur lequel je travaille cette semaine et certainement la semaine prochaine, sauf si miracle, c'est un t-shirt pour le printemps-été qui est un modèle qui va être assez basique. C'est un t-shirt avec un col arrondi un petit peu dégagé et la caractéristique principale ça va être ce jeu de rayures qui est à cheval entre le haut du corps et le bas du corps en fait. Je viens tout juste de rejoindre en rond et je vais continuer un petit peu mes rayures. Donc je vais continuer ma rayure ocre, je vais faire à peu près la même épaisseur qu'il y a là ensuite, puis il y aura une rayure rose un petit peu plus conséquente que la première, ce sera pas symétrique, et ensuite je reprendrai mon coloris principal, ce lilas. Et mon idée c'est d'essayer d'avoir une longue fente sur les côtés du t-shirt. J'aimerais incorporer une torsade en fait. Dès que je vais reprendre mon coloris principal, il y aura une torsade ici sur les côtés. Et ce que j'envisage, c'est au niveau de la fente de poursuivre ensuite cette torsade. Ça va être une torsade qui est une torsade double, c'est-à-dire que c'est deux torsades qui en forment une seule. Et donc quand je vais séparer pour la fente, chaque demi-torsade ira d'un côté. Ça c'est la théorie. C'est assez rare, mais ça m'arrive de temps en temps que je sois en train de tricoter un prototype et que je me laisse un petit peu plus porter. Voilà, ça va être un modèle un peu plus fluide, un petit peu plus je jauge en voyant ce que ça donne, en laissant un petit peu le prototype se positionner d'une certaine façon avant de vraiment déterminer exactement ce que je vais faire au niveau du design. Pour plusieurs raisons. Le truc c'est que au niveau de la fente, je suis pas tout à fait sûre de la finition que j'ai envie d'avoir en fait. Et comme je suis en train de le tricoter dans la coton mérino de Knitting for Olive, donc qui est un fil d'été très fin, 70% coton, 30% mérino, qui est un fil que j'aime beaucoup, que je vous conseille fortement parce qu'il est très agréable à tricoter. Alors c'est très fin, hein, donc soit vous le tricotez en double, soit vous acceptez de devoir tricoter à un échantillon relativement dense, mais ça fait vraiment, ça fait des vrais projets d'été. Je pense notamment que les gens qui habitent dans le nord de la France, vous en auriez une forte utilité si vous faites des projets d'été avec, parce que c'est très très léger et même moi ici j'arrive à le porter jusqu'à 35 degrés sans souci ce fil, parce que ça fait vraiment quelque chose de très 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 fluide, très agréable, et malgré le pourcentage de coton, c'est très agréable à tricoter. Voilà. Mais le truc c'est que qui dit tricot fluide dit que au niveau de la structure, on n'est pas... Tu fais le vampire ? Il a quasiment jamais la langue qui sort, mais par contre il a très souvent les deux canines comme ça. Il fait... C'est Mota le vampire, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'espère que je vous l'ai mis dans la tête. Si ça passe toujours à la télé pour les enfants. Hein, donc je me le suis auto-mis dans la tête, hein, par contre. Qui dit tricot fluide dit que niveau structure c'est pas... Voilà, ça risque de pas tomber de manière super propre au niveau de la séparation sur les côtés en fonction de ce que je fais, parce que ma torsade va aller dans l'autre sens. Donc l'idée c'est de prendre un des bouts de chaque torsade et de les croiser l'un par-dessus l'autre au niveau de la séparation pour que ça soit joli, mais je sais pas si ça va être suffisant. Je sais pas si ça va être un peu pénible à faire en fonction du type de torsade que je fais. Est-ce que je vais avoir la place? Je ne sais pas. La place de faire mon croisement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relevé mes mailles de manière un peu bizarre ici.
aucune idée de ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas relevé exactement le même endroit. Je sais pas si vous allez le voir. Là, vous voyez, hop, la ligne de relevage n'est pas tout à fait la même. Faut avoir le nez dessus. Hein. Et c'est pas que le fil est tiré. Hein. Non, c'est pas ça. Non, c'est bien que j'ai relevé pas tout à fait à la même hauteur. Bref, voilà. Est-ce que je vais défaire? Non. Je ne pense pas. Ouais, donc je vais voir quand j'y serai, qu'est-ce que ça donne. Ça va être un design un petit peu plus expérimental, je vais me laisser un petit peu plus porter. J'aime bien aussi de temps en temps faire ça, plutôt que de tout planifier en avance. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mes rayures, je vais faire les finitions pour le col et les manches. Là aussi, l'idée c'est d'essayer de faire du jersey replié, mais je vais voir comment ça se comporte parce que il va peut-être falloir que j'ajuste de manière assez importante l'échantillon pour pas que ça rebique, notamment sur les manches. Et donc je vais voir si c'est pratique. L'idée, en fait, tout ce dont je vous parle là, ça revient à la même chose, c'est que comme on est sur un modèle d'été, ça correspond quand même à des structures particulières et il y a certains détails techniques qui sont un petit peu plus problématiques sur les modèles d'été parce que ils risquent d'être très dépendants du type de fil qu'on utilise. Et voilà, ça me dérangerait un petit peu que ça rende pas bien si on utilise quelque chose où il n'y a pas du tout de laine, ou au contraire quelque chose où il y a que de la laine et c'est plus rebondi et ça va pas tomber pareil, etc. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir des finitions qui sont assez neutres pour convenir à différents types de fibres. Surtout sur un modèle qui va être somme toute assez basique. J'aimerais quand même qu'il soit polyvalent. Voilà. J'aime beaucoup mon association de couleurs, c'est très frais. Et c'est du jersey, donc voilà. Pas, pour l'instant, pas grande réflexion à faire pour le tricoter. Je viens vous parler des chaussettes Nautil, qui est un nouveau modèle que je viens de publier et qui est dispo sur mes boutiques de Patreon, sur Ravelry et sur Payhip. Donc ça fait quelques années que je fais des collections de modèles de chaussettes avec un thème plus ou moins défini. Et pour 2025, j'avais envie de faire des chaussettes en jacquard. Et donc c'est le premier modèle de cette année et de cette collection. On risque d'avoir un intervenant. Donc les chaussettes Nautil avec ce motif de coquillage et de pointillés. Donc elles se tricotent à partir des côtes. J'ai fait un jeu de rayures avec le coloris contrastant, ce sont des côtes 1-1. Et ensuite on a ce motif de jacquard, donc qui est gradé pour toutes les tailles du patron, histoire de bien couvrir tout l'avant et l'arrière de la chaussette. Tu veux pas te poser? Voilà. Donc c'est un motif qui est pas spécialement débutant compatible, mais qui n'est pas non plus particulièrement compliqué. Vous avez un endroit ici, sous le coquillage en fait, où il vaut mieux croiser les fils, mais sinon c'est assez resserré comme motif, donc ça pardonne pas mal de soucis de tension. Après, c'est pas quelque chose qui est particulièrement facile à mémoriser.
puisque on a plein de petites irrégularités pour le côté figuratif du coquillage. Dans le patron, vous avez un talon à rang raccourci et une pointe arrondie avec des rayures. Et voilà. Donc je les ai tricotés avec de la laine à chaussettes en figurine. J'ai utilisé le Melen White Merino extra fine, je crois, de Lana Grossa, donc qui est une base à chaussettes Merino nylon que j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je l'utilisais. Je la trouve déjà très douce, un peu plus gonflante que les autres fils du même type. Si je la compare à la Rota de Phil Colana, celle-ci est un peu plus dodue. Ce qui fait que mes chaussettes se sont plus détendues que ce que je pensais au blocage. Donc, et je vais certainement réutiliser ce... Mais, décidément, c'est intense. Mais tu coinces mes cheveux en même temps. Je vais certainement réutiliser cette laine à chaussettes parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien la gamme de couleurs. Elle vient en grosse pelote de 100 grammes, donc il y a pas mal de quantité. Ce qui est assez pratique pour moi, qui ai besoin d'avoir un petit stock quand même de fingering basique pour pouvoir faire des tests, etc. Et je ferai juste un petit peu attention au niveau de la taille et de ma tension pour compenser le fait qu'elle soit un peu plus rebondie que d'autres laines à chaussettes. Mais la définition en jacquard, je la trouve très très chouette. Sur les côtés de la chaussette, vous voyez, vous avez une ligne de coloris principal, et ce afin de bien délimiter les deux parties de la chaussette. Ça permet de ne pas avoir de démarcation une fois qu'on est sur le jacquard, en fait, de ne pas casser le motif. Et voilà, ça fait un petit côté un peu plus structurel au modèle. Et voilà, donc j'ai certaines testeuses qui avaient essayé de faire 3 couleurs, donc en changeant de couleur pour chaque coquillage, ce qui implique à un certain endroit, vous voyez ici, de faire du jacquard à 3 couleurs, puisque vous avez le bas du coquillage et le haut de l'autre qui sont sur les mêmes rangs. Sachez que si vous faites du jacquard à 3 couleurs, ça resserre quand même pas mal l'attention. Donc c'est possible, c'est évidemment un petit peu plus avancé, mais faut faire attention parce que ça, chez beaucoup de monde, et c'est aussi mon cas, ça a tendance à resserrer un petit peu l'échantillon. Voilà, quand vous commencez le motif, vous voyez ici en haut de la jambe, il y a une partie, un diagramme légèrement différent pour pas avoir l'enchâssement dès le début et avoir un bout de coquillage qui sort de nulle part là. Mais ensuite, au niveau du pied, le patron vous dit c'est mieux de vous arrêter à tel endroit sur la grille, mais vous êtes un petit peu plus libre d'arrêter la grille où vous voulez, et si vous arrêtez la grille en plein milieu d'un motif, vous voyez ce que ça donne. Voilà, je trouve que c'est pas forcément très disgracieux et ça permet d'avoir une pleine liberté sur la longueur du pied, sur la longueur de la jambe. Voilà, vous faites... on n'est pas restreint en termes de taille malgré la taille du motif. Voilà. Donc j'espère que ce premier patron de ma collection de chaussettes en jacquard pour 2025 vous plaira. Le patron est donc disponible, comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens dans la barre de description. Et sur Ravelry, vous avez une petite promotion pour la sortie, donc vous avez moins 15% sur le patron jusqu'au dimanche après la publication de ce vlog, donc c'est le 26 je crois. Et il n'y a pas besoin de code, c'est une réduction automatique sur Ravelry. Le chat n'est pas inclus, voilà. Sauf si je suis tombée dans les escaliers à cause de lui ce matin. En fonction de la taille du bleu que je vais avoir sur... alors je vais bien, hein, y a pas de... Je suis tombée sur... j'ai des amortisseurs assez efficaces. Voilà, je suis donc tombée sur mes fesses. En fonction de la taille de mon bleu, il y a potentiel... on peut négocier, hein, si vous le voulez. C'est évidemment ma faute. Mais au moins je suis pas tombée sur lui. Voilà. Parce que c'est ça qui est bien avec les chats, c'est que ils vous assassinent, mais eux ils sont suffisamment agiles pour s'en sortir. Bref. Oui. Voilà pour la petite présentation de Nautil. Donc pour ma collection de chaussettes en jacquard, il y aura 3 patrons cette année. J'aimerais bien en faire un 4e, mais je ne pense pas que ça va être possible sur mon planning. Je vous dis n'importe quoi. Il y aura autre chose.
Mais en termes de patrons que moi je vais publier directement de manière classique sur mes boutiques, il y aura 3 patrons de chaussettes en jacquard et l'un d'entre eux sera un peu un pack avec plein de motifs pour octobre. Mais voilà, j'espère que vous êtes aussi dans un esprit chaussettes en jacquard, c'est vraiment à la mode en ce moment. Et j'avais envie d'en faire davantage, en commençant par celui-ci. Ça fait un moment que j'essaie d'incorporer dans mes designs des torsades sans délimitation. Donc, je fais pas exprès, mais les torsades, typiquement, on les fait sur un fond, on les délimite par du jersey en vert, parce que comme ça, elles ressortent bien. Et ça fait un moment que j'ai envie de jouer un petit peu avec ça, et de, au contraire, un peu flouter la torsade et lui enlever son relief, parce que j'aime bien l'effet texturé que ça donne. Parce que vous voyez, là, c'est juste ma petite torsade, et il y a du jersey tout autour. Il n'y a pas de maille en vert. Et à chaque fois que j'ai fait la tentative, ça marchait pas, ça collait pas à l'esprit du design. Et là, je pense que, en fait, ça va bien avec la fluidité du t-shirt, le tricot qui est fluide, qui est un peu déjaugé. Je sais pas, je trouve que ça lui va plutôt bien. Donc elle est sous l'emmanchure, hein, elle va être comme ça sur les côtés du corps. Elle va être... c'est une torsade qui est fine, mais qui va être un peu plus grande pour les plus grandes tailles, de sorte à ce que ce soit pas tout à fait proportionnel, parce que c'est pas possible, mais que vous voyez, quand on regarde là comme ça sur le côté, que le rapport par rapport à la zone sur le côté soit à peu près visuellement cohérent. Donc pour l'instant, ça me plaît bien. Déjà, d'une part, les finitions en jersey replié, c'est nickel, ça s'est bien passé. Je suis vraiment contente. Le t-shirt tombe exactement comme je le voulais, donc au moins c'est ça. Parce que je voulais un peu, voilà, je voulais vraiment un basique de t-shirt. J'en ai quelques-uns et en fait l'idée c'est de un peu remettre à jour avec ce que j'ai appris niveau coupe, niveau gradation, etc. Et vraiment petit à petit peaufiner. Et là je suis vraiment contente de la coupe. Et donc ça va être la coupe basique que je souhaitais. Vous voyez, j'ai fait des rangs raccourcis en haut de la manche, c'est plus long là que là. Et au niveau esthétique de détails que je voulais mettre en place sur le corps, pour l'instant ça me plaît bien. Je vais voir ce que ça donne avec mon idée de fente. Vous voyez en fait les torsades là, elles partent vers l'extérieur, donc vers à chaque fois le devant et vers le dos. Donc elles se séparent, elles s'écartent de l'endroit où je vais séparer pour faire la fente, où je vais séparer le devant et le dos et les tricoter séparément. Et j'espère que ça va rendre comme je voulais. On verra. Pour l'instant, oui, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. J'ai racheté une pelote de mon coloris principal parce qu'il me reste ça et une pelote entière et j'ai un peu peur de manquer. Après, je ne sais pas. Là, vu l'utilisation que j'en ai fait, je me dis... peut-être que ça passerait, mais bon, j'ai acheté une pelote évidemment, payer les frais de port pour une pelote, mais j'ai décidé que c'était idiot à chaque fois d'acheter pour éviter les frais de port et du coup je dépense plus. Là vous voyez, la pelote elle coûte 7 €, ouais j'ai payé 7 € de frais de port, mais en fait j'ai besoin que de ça et donc c'est absurde d'acheter 50 € de laine plutôt que de payer juste 14 € quoi. Donc voilà. Et j'espère, si effectivement j'ai besoin de la nouvelle pelote, qu'il n'y aura pas de forte démarcation, parce que ça arrive aussi avec les teintures industrielles, et c'est un petit peu pénible. Donc si je dois l'utiliser, j'espère que ça se fondra bien, sans trop de galères, mais... ouais, j'aime bien, c'est très léger, c'est un peu aérien, j'aime bien. J'aime bien. Je vais continuer doucement.
Ce matin, j'ai tourné une vidéo inspiration que vous avez déjà dû voir sur la chaîne, sur les mini, des projets pour utiliser des mini ou des restes, parce que souvent c'est vraiment ça. Et je sais pas à quel point c'est visible que j'ai dormi une demi-heure. C'est terrible parce que ça faisait une semaine que je dormais super bien. Vraiment, je me réveillais à 7h30. Ça n'arrive jamais. Et donc hier, je me fais la réflexion, je me rends compte, je dis à Marius, c'est trop bien, ça fait une semaine, je dors vraiment super longtemps, c'est super. Évidemment, le soir même, impossible de m'endormir. Donc voilà, bon, j'ai laissé tomber à 4h du matin, hein, je me suis levée, je suis allée faire mes muses avec Mota. Voilà. Donc je suis un peu dans un flou, ce qui est super parce qu'il faut qu'on emmène la voiture chez le garagiste parce qu'on a un pneu qui refuse de coopérer. Donc ça aussi, génial. Ça c'est plutôt bien goupillé parce que du coup je vais préparer J'aimerais faire le montage de la vidéo d'inspiration demain matin pour la publier dans la journée. Faudrait pas que je fasse ça, faudrait que j'attende. Bon, c'est pas grave, je verrai. Mais comme ça, en attendant que le pneu pneute ou ne pneute pas, je m'occuperai du montage parce qu'il faut préparer, quand je fais des vidéos d'inspiration, il faut préparer les vignettes avec les photos, etc. Et ça prend un certain temps. Donc voilà. Et je voulais aussi vous faire une petite revue lecture, puisque je vous en avais parlé dans le dernier Vlogmas, donc comme je l'ai mentionné, je voudrais m'exprimer. J'ai fini de lire le tome 1 des archives de Rochard, donc La Voix des Rois, de Brandon Sanderson. Donc c'est de la fantasy, c'est de la high fantasy, et on est dans un monde inventé. Je sais pas si c'est toute la planète, mais en tout cas, le principal de l'action se passe dans un endroit où c'est une plaine où il y a plein de canyons. Vraiment, il y a des crevasses partout, c'est un peu désertique, etc. Et la planète est un peu balayée par des orages un peu mystiques, magiques, etc. Les vents en fait ont une certaine énergie qui est collectée pour servir d'énergie, de monnaie, etc. Au début du roman, on suit principalement un royaume. Je sais pas si vous faites comme moi, mais moi quand je lis de l'imaginaire, les noms inventés, je regarde la première lettre et la dernière. Ce qui se passe au milieu, je ne sais pas. Donc ça va être un petit peu approximatif, de rien. Donc on est dans un royaume qui a été récemment unifié. C'était différentes principautés et un roi avait réussi à unifier le tout. Et ce roi, au début du roman, se fait quick. Voilà. Il se fait assassiner alors qu'il était sur le point de signer une alliance avec un autre peuple. Et cet autre peuple, apparemment, a commandité l'assassinat et le revendique. Mon œil, hein, j'y crois à mort. Et donc on est sur une histoire de revanche où ce royaume va déclarer la guerre avec le fils du coup qui est le nouveau roi, va déclarer la guerre à ce peuple, et donc on est principalement sur des histoires militaires, beaucoup d'actions de bataille et des complots politiques, etc. On suit plusieurs personnages, mais 3 principaux dans le premier tome. Le premier c'est Kaladin, qui est un ancien soldat à peu près, qui aurait dû être chirurgien mais qui a fini par être soldat, et qui au début du roman a été trahi et est réduit en esclavage, et il doit servir l'armée en tant que porteur de pont, c'est-à-dire que comme les batailles ont lieu dans cet endroit désertique avec les crevasses, les trous en fait, il faut des ponts mobiles que l'armée déplace d'un endroit à l'autre pour passer d'un plateau à l'autre en fait, pour passer par-dessus les canyons. Et donc ce sont des hommes qui sont réduits en esclavage qui transportent ces ponts. On ne dit pas trop qui, pourquoi, ni qu'est-ce, mais parce que la scène où on comprend ce qui se passe, où Kaladin découvre ce qui lui arrive, et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette scène. Je trouve qu'elle est très poignante, c'est vraiment bien fait, c'est une des scènes qui est assez marquante. D'autres personnages qu'on suit, on va suivre aussi le frère du roi qui est décédé, donc un général de l'armée, et ses 2 fils. C'est un général qui est assez droit dans ses bottes, même s'il y a
il semble avoir perdu la mémoire, voilà, il y a quelque chose de bizarre. Et au début du roman, on apprend que ça fait un moment qu'il a des visions particulières. À chaque fois qu'il y a un de ces orages magiques, il a des visions du passé. Voilà. Ses fils, alors un en particulier, on suit un petit peu, ne sert à rien, m'énerve. Non, c'est juste il n'est pas du tout creusé pour l'instant dans le premier roman, Adeline, et du coup à chaque fois qu'on avait son point de vue, c'était vraiment juste pour enquiquiner son père, et moi je disais mais je m'en moque de ton avis en fait. Donc je passe outre, et le troisième personnage principalement qu'on suit, c'est Shallan, qui est une jeune femme qui, pour aider sa famille, qui est dans une situation un peu particulière, va essayer de devenir l'apprenti, l'élève de Jasnah, qui est la sœur du nouveau roi, donc la fille du roi qui a été assassiné, qui est une érudite qui fait des recherches un peu particulières sur l'histoire du monde, sur certains textes obscurs, d'événements tragiques qui se seraient passés il y a des siècles. Voilà. Et donc Shallan va essayer de se rapprocher de cette autre femme. Donc c'est un peu les trois points de vue principaux pour l'instant. Et j'ai bien aimé, mais j'ai pas été aussi emballée que ce que j'aurais voulu. C'est vraiment une série qui est encensée comme étant le chef-d'œuvre de la fantasy moderne. Bon, du coup j'avais peut-être trop d'attentes. Le point fort pour moi, c'est les personnages. Je trouve que on s'attache vraiment. J'étais très très vite investie dans les personnages émotionnellement, en particulier l'histoire de Kaladin et de Syl, qui est une entité qu'il rencontre, etc. Je trouve que les personnages sont vraiment bien faits, on s'attache beaucoup, c'est vraiment un peu le cœur de l'histoire, c'est sur ça que se repose la majorité du travail, je pense, pour ce roman. J'ai bien aimé le monde, même s'il n'est pas assez développé à mon goût pour l'instant. On sent qu'il y a plein de ramifications, c'est intriguant en tout cas, donc ça j'aime bien voir qu'il y a des sous-couches d'histoires et de trucs qui ont été réfléchis, etc. Après, il y a au niveau des thématiques, il y a d'un côté des thématiques que je trouve relativement bien faites, notamment il y a un fort accent sur la santé mentale, la dépression, notamment avec Kaladin du coup qui est dans une situation pas possible. Et j'ai trouvé que c'était globalement bien fait. Et voilà. Le truc, c'est que c'est quand même long, et dans les creux du livre, c'est pas tellement qu'il y a des lenteurs, c'est plus qu'il y a des répétitions, et il y a une certaine stagnation qui fait ressortir un peu certains, ce que moi j'ai trouvé être des défauts, d'un côté de l'écriture, où, bon, c'est simpliste en fait, il n'y a pas de plume particulière, ce qui peut être un bon point parce que c'est facile à lire, c'est très digeste, etc. C'est un peu une écriture efficace en fait, voilà, dans l'action, etc. Mais qui parfois est un petit peu cliché, un petit peu voilà. C'est-à-dire, il y a vraiment littéralement, je ne vous mens pas, littéralement, à un moment, on a droit à une scène où quelqu'un se fait zigouiller, regarde son meurtrier et lui demande « Mais qui es-tu » et l'autre il répond « La mort ». Et donc, j'étais là, bon, ok. Et c'était pour les adultes, ce livre, ou quoi? Comment ça se passe? En fait, le truc, c'est que quand des trucs comme ça qui sont un peu marrants, voilà, il y a le côté, c'est cool. C'est un peu cliché, mais ça peut être cool. Voilà, il y a l'effet amusant, il y a l'effet un peu, ce que les Anglais appellent campy, donc c'est marrant, ça fonctionne, voilà, c'est efficace, donc ok, voilà, c'est bonne ambiance. Mais c'est une ligne qui est fine, et je trouve que à plusieurs reprises dans le livre, là, on est tombé plutôt dans le ridicule, voilà. Le cliché n'a pas servi à être cool, il a servi à être un peu risible. Et il y a aussi, alors ça par contre je n'en peux plus, donc le général de l'armée d'Alinar a des interactions avec une femme, voilà. J'ai compris qu'elle était mûre, mature, vraiment c'est le mot mature qui est utilisé 15 000 fois, sa beauté mature, machin, alors en plus ça doit avoir quoi, 40 ans, je n'en peux plus.
le mot est utilisé 150 fois pour faire référence au fait que ils se connaissent depuis très longtemps et il fait que remarquer que oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, même maintenant qu'elle a mûri dans son âge avancé. Il dit pas avancé, mais voilà, il dit toujours mature. Et je dis là, et il fait jamais référence à lui-même comme étant mature. Du coup, c'est vachement bizarre. Et en fait, voilà, le truc c'est que quand le roman est creux et un peu et que je suis un peu sortie parce que l'action ne me maintient pas, bah, je fais que relever des petits trucs comme ça qui me titillent. Et l'autre point un peu qui heurte, c'est que sur certaines thématiques, on est vraiment sur un traitement en surface qui est pas très intéressant. D'une part sur le sujet des classes sociales, en plus il y a tout un truc avec le peuple qui était censé faire l'alliance, il y a quelque chose qui se passe, et il y a un peu cette histoire de rapport entre les classes sociales qui est un peu traitée de manière simpliste. C'est vraiment... oui, est-ce que les nobles, ils peuvent être gentils? Mais non, parce qu'ils sont riches. Mais oui, mais lui, il a quand même l'air d'être un chic type. Mais non, il peut pas, parce qu'il est noble et riche, donc il est forcément odieux. Au bout d'un moment, zut. Et le sujet de la religion, qui vraiment, chez Brandon Sanderson, terrible. Mais je savais, hein. Et parce que tout sympathique qu'il ait l'air d'être, hein, ceci dit, l'auteur est mormon. Donc, voilà. Et alors, je veux pas vous donner l'impression que c'est un énorme problème, machin, parce que en fait, je pense surtout que moi, j'ai un peu le radar hypersensible sur ce sujet-là avec cet auteur, parce que dans les autres livres que j'ai lus de lui, notamment la trilogie Mistborn, que j'ai adoré Mistborn, c'est juste que le sujet de la religion dans Mistborn m'a vraiment agacée. Vraiment, ça m'est sorti par les yeux. Et là, dans La Voix des Rois, c'est marrant parce qu'il y a certains trucs que j'avais vraiment pas aimé dans Mistborn qui sont repris, certaines phrases exactes qui sont reprises et qui sont dénoncées comme étant bêtes, parce qu'elles le sont. Donc c'est bien parce que je me sens un peu confirmée dans mon sentiment. Donc c'est pas le contenu, c'est pas le fait que le thème de la religion soit présent. Au contraire, j'aime plutôt bien inclure ce genre de thématique dans les romans, qu'ils soient imaginaires ou pas. C'est juste que c'est fait de manière un peu lourde, pas forcément lié avec le récit, et donc c'est un peu inintéressant, et je trouve que c'est naïf, et comparé à d'autres trucs qui dans le texte ne sont pas du tout naïfs, ça jure un peu, quoi. Et donc ça me fait un peu sortir de l'histoire, et c'est marrant parce que, comme je vous dis, dans Mistborn, vraiment le sujet m'a agacée, mais l'histoire de Mistborn m'a tellement beaucoup plus plu, l'intrigue est tellement beaucoup plus prenante, que finalement j'ai préféré Mistborn à La Voix des Rois, où le sujet de la religion n'est pas traité de manière aussi bébête, mais n'est pas sauvé par le reste du récit qui parfois est un peu mou. Donc voilà, je cherche désespérément une saga de l'imaginaire, que ce soit de la fantasy ou de la science-fiction en ce moment, et ça fait un moment que j'ai pas trouvé de truc pour qui vraiment me prend complètement, et je pensais que ce serait ça, et non. Mais je vais quand même continuer à lire, hein, parce que j'ai globalement bien aimé, hein, mais je pinaille. Mais c'est juste, comme c'est des gros livres, je vais y aller mollo. Et lire petit à petit. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que je vais juste relire Robin Hood, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu ces textes, et j'ai envie de relire, j'ai envie de le faire cette année. Mais je suis toujours en quête de trucs nouveaux. Faut que je lise le cycle de Sif, quelque chose comme ça. On m'avait conseillé. Je vais peut-être essayer ça. En tout cas, je vais continuer un petit peu sur mon t-shirt avant d'aller me battre au garage. Et je vous reprends plus tard. Je voulais vous montrer mes encours personnels du moment. J'attends d'en avoir fini un. Et je vais vous montrer ça.
va bien, mon pneu repneute. J'ai même eu le droit, au moment de payer la réparation, de garder mes 2 bras et mes 2 reins, c'est exceptionnel. J'ai un objet terminé dont je voulais vous parler. C'est la capuche écharpe Alex de ça va être super, de Knitting for Olive. Donc c'est un projet que j'ai tricoté en Arwetta de Filcolana et Alva, aussi de Filcolana. La Alva, c'est leur base 100% alpaga dentelle. Et c'est donc une capuche écharpe. Je suis très contente. Je vous en parlais dans un des derniers vlogs. L'idée c'était d'avoir un accessoire qui serve à la fois de chauffe-cou et de chauffe-tête, tout en couvrant bien les oreilles, parce que moi quand j'ai un gros châle, le manteau, etc. et un bonnet, bah avec l'épaisseur de mes cheveux, ça fait remonter le bonnet et mes oreilles ne sont pas du tout couvertes. Là, oui. Il est encore un peu, pas humide, mais... Vous savez, quand c'est frais, parce que c'est pas tout à fait sec, je l'ai arraché au tapis de blocage pour vous le montrer. Donc voilà, donc je suis très contente de ce que ça donne. On verra après si niveau praticité c'est ce que j'espère. En tout cas, ça me plaît. Je trouve ça plus joli qu'une cagoule ou capuche, et même si j'ai envie de me tricoter des capuches quand même, l'avantage c'est que j'ai pas à l'enfiler, vous voyez, mais quand on a des lunettes ou beaucoup de cheveux, ça peut être un peu pénible, et surtout si j'ai chaud, moi je peux juste l'enlever comme ça, comme une capuche, mais et c'est vraiment très chouette. Ça rend encore mieux que ce que je pensais, je suis vraiment ravie. En fonction de la météo, bon là je viens de le finir et normalement là il devrait plus faire aussi froid parce qu'on a eu une semaine à des températures négatives, une semaine entière où il faisait -4, -5, c'est très rare ici. Là ça doit remonter un petit peu, mais voilà, je verrai si au niveau praticité vis-à-vis de là où je vis, mon mode de vie, etc., ce que ça donne. J'essaierai de vous faire un retour, mais pour l'instant je suis très contente et surtout le projet était hyper amusant à faire, je vais en faire plein. Il y a pas mal de modèles qui sont sortis depuis, celui-ci c'est le premier que j'avais vu, et donc j'ai choisi de faire celui-ci d'abord, mais je vais en faire d'autres parce que je trouve ça super amusant. Donc la construction de celui-ci est hyper satisfaisante. Le patron, je le trouve bien, c'est très clair, toutes les étapes sont bien notées. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de possibilités données pour ajuster notamment la longueur de l'écharpe. En fait, le patron vous dit vraiment vous faites X rangs, c'est comme ça, et enfin moi personnellement qui n'ai jamais tricoté ce genre d'accessoires, j'ai eu besoin de me poser pour bien visualiser le truc, pour me dire ok, j'ai besoin de faire une modification, je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc j'ai dû un peu bien analyser le patron et me dire où est-ce que je peux faire ma modification. Alors que le patron aurait pu très simplement juste dire là ça va mesurer tant, si vous voulez changer, vous faites c'est à cet endroit là qu'il faut modifier, voilà. Je pense que le patron aurait pu donner un petit peu plus d'informations au niveau des mesures, parce que tout ce qu'on a dans la description du patron c'est l'envergure, donc j'imagine que c'est ça. Et à la fin, dans la partie blocage, on nous dit quand vous bloquez la capuche, il faut que ça mesure tant. Et je pense que la mesure qui est donnée c'est de là à là, mais je suis pas très sûre. Voilà. Mais voilà, donc le patron est simple, mais si vous voulez adapter certaines choses, faut un peu gérer soi-même. Au niveau c'est des codes de 2, donc au niveau des instructions, on vous demande souvent de maintenir les codes de 2 vous-même, donc le patron va vous dire, alors c'est bien calculé de sorte à ce que les premiers rangs où vous faites une augmentation ou une diminution, on vous dit ça va être une maille envers, ça va être une maille endroit, mais après l'essentiel du patron vous dit vous tricotez les mailles comme elles se présentent, donc il faut savoir faire des codes de 2, il faut savoir voir une maille envers et une maille endroit. Comment ça se fait? On commence par faire les 2 sections d'écharpe à part. Donc on commence ici par monter des mailles, donc vous voyez c'est des côtes de 2 avec des bords en jersey, c'est un peu plus grand, c'est 4 mailles et ça roulotte, et on augmente pour faire une écharpe, un côté de l'écharpe. Ensuite, une fois qu'on a atteint la longueur qu'on veut, on va mettre des mailles en attente et on va tricoter tout droit.
ce qui va être cette portion-là sur l'arrière de la tête. On fait l'autre écharpe en miroir. Ensuite, on les accroche ensemble ici. Vous voyez ici, donc il y a c'est un remaillage. J'hésitais à faire un rabat à 3 aiguilles plutôt qu'un remaillage, un grafting. Finalement, je suis partie sur un grafting parce que j'avais peur qu'avec un rabat à 3 aiguilles, ça soit trop ferme et que j'ai pas la souplesse nécessaire et que ça casse un petit peu la structure de la capuche. Le patron indique de faire le remaillage tout à l'endroit, donc on ne respecte pas les côtes, donc ça fait une couture visible. Et voilà, on peut faire un remaillage avec des côtes, c'est possible. Il y a des vidéos si vous cherchez, mais moi je me suis demandé pourquoi est-ce que elle précise vraiment de le faire tout à l'endroit, et je pense que c'est pour, vous voyez, être ensuite bien dans la continuité de la capuche. Puisque une fois qu'on a rassemblé les deux écharpes, on relève les mailles là et on va former la capuche, et c'est un jeu d'augmentation de diminution qui est très plaisant à faire, qui est satisfaisant. C'est voilà, c'est un rythme. Une fois qu'on a compris ce qu'on doit faire, voilà, on comprend les rangs et on peut juste compter le nombre de rangs qu'on fait. On n'a pas à regarder trop les instructions une fois qu'on a saisi le type d'augmentation et de diminution à faire pour former la capuche qui se courbe comme ça. Alors j'ai dû un peu essayer au blocage de bien courber le truc parce que là j'ai un petit tic, j'ai un petit bitonio là, mais je pense que ça va en apportant ça va se lisser, et à la fin on finit. C'est un peu, vraiment la façon dont le truc était fait, c'était hyper satisfaisant une fois que j'ai compris ce que je devais faire, parce que quand j'ai commencé à former la capuche, je me suis dit je comprends pas. Enfin, je comprends bien comment ça se formait. Mais j'ai vu que le patron s'arrêtait à un moment et je me dis mais il va me rester plein de mailles en fait, comment ça se goupille? Et en fait on finit par faire une couture juste sur le bout de la capuche. Pareil, on vous dit de faire un grafting, et donc c'est tout en continuité cette ligne là. Donc j'ai choisi de faire comme ça et de pas respecter les côtes pour que ce soit visible. Voilà, c'est le coloris bordeaux, je ne sais pas si j'ai dit. Donc c'est vraiment très chouette et accessible, comme je vous le dis, si vous savez faire des côtes de 2. Par contre, quand j'ai bien fait de regarder les projets sur Ravelry, parce que je voulais un petit peu d'inspiration couleur, et j'ai vu que pas mal de gens dans leurs notes disaient que l'écharpe est trop courte telle qu'elle est écrite dans le patron. Parce que vous voyez, si je la mets, on recommence, vous voyez, ça fait, pour l'instant ça fait un peu un truc pointu, mais une fois que je la pose, en fait non, c'est bon. En fait, l'écharpe, il faut qu'elle puisse faire le tour sur l'arrière de la tête et revenir devant, on est d'accord. Parce que, moi je sais pas vous, mais attacher les trucs juste dans le dos, moi si j'ai un manteau, en plus ça va me gêner d'avoir un nœud là, en fait. Donc moi je veux qu'elle revienne là et qu'elle fasse ça. Et telle qu'elle est écrite, c'est trop court. Enfin, tout le monde dit que c'est trop court. J'ai le bon échantillon en rang, exceptionnel. Pas tout à fait en maille, mais en rang, oui. Et c'était vraiment... en fait, on peut pas... ça s'arrête là, vous voyez. Donc, j'ai vu que pas mal de gens avaient allongé l'écharpe. Moi, je l'ai fait aussi. Comment je l'ai fait? Au moment où on fait les augmentations sur les écharpes, donc on vous dit... en fait, vous avez un certain nombre de rangs à faire. Il y a quelques augmentations et ensuite il y a des rangs sans augmentation tout droit avant de recommencer la répétition. Voilà, d'accord, puisque vous augmentez à chaque fois pour retomber sur des côtes de 2. Vous augmentez de 4 mailles, vous voyez, ça fait hop, j'augmente de 4 mailles et là je tricote tout droit. Et ben dans la section où on tricote tout droit, j'ai rajouté 6 rangs. Voilà, donc en tout, ça fait que j'ai rajouté 60 rangs par écharpe. Et il faut que je remesure, ça a dû m'ajouter une bonne trentaine de centimètres, je pense. Et vous voyez là, c'est très bien, je peux largement, j'ai pas besoin de serrer pour pouvoir juste la nouer et elle va tenir comme ça. Et c'est la bonne longueur. Voilà, donc rajouter 60 rangs. Vous pouvez faire autrement aussi. Une fois qu'on a fini la première partie des augmentations, avant de mettre des mailles en attente pour préparer la bordure de la capuche, on peut aussi tricoter tout droit, mais moi je me suis dit, l'idée c'est d'avoir une écharpe fine, et donc si j'ajoute toute ma longueur sur la partie la plus épaisse de l'écharpe, je vais utiliser plus de laine pour rien, et 2, ça va faire plus une écharpe mastoc, alors que là, le fait que ce soit fin, c'est beaucoup plus joli. Voilà.
Donc c'est mon conseil, si vous voulez la faire, faites bien attention à rajouter de la longueur sur l'écharpe. Voilà, je vais à peu près mesurer pour vous dire combien. Hop. Ouais, chacune de mes écharpes doit faire à peu près 90 cm. Voilà, je pense. Avant la partie qui est toute droite. Donc vous allez voir, vous verrez dans le patron si vous le faites, vous avez un point où on vous dit de faire quelque chose de différent et c'est là. Voilà, donc je suis très contente de ce petit projet. Et j'ai choisi de l'alpaga parce que je trouve au niveau de mon visage je préfère par rapport au mohair, mais le modèle de base est crédité en Knitting for Olive, Merino et mohair. Donc où on peut prendre de la déca aussi. C'est des côtes donc c'est assez flexible en termes d'échantillon, il faut quand même faire attention à son échantillon rond sur la capuche en fait, parce que sur la capuche c'est pas très adaptable. Si on peut ajouter de la profondeur à la capuche, mais après vous pouvez faire, enfin pas de la profondeur, de la hauteur, mais après ça casse un peu la coupe. Donc moi j'ai dû descendre de numéro d'aiguille parce que je tricotais plus serré en côte que ce que donnait le patron. J'ai utilisé des 3,25 mm pour avoir l'échantillon qui... Alors l'échantillon du patron c'est 34 mailles et 28 rangs je crois en côte, hein, donc c'est pour ça que c'est particulier avec de la déca. Et c'est avant blocage, donc voilà. Je trouve que le fait que ce soit en côte c'est malin parce que c'est suffisamment flexible pour justement s'accommoder de légères différences de tension, mais du coup ça fait que si vous êtes complètement à l'ouest, ça va être un petit peu difficile de contrôler. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais de rester sur un combo fingering, fine et dentelle, parce que si vous prenez de la déca, la densité du fil peut vous jouer de mauvais tours au niveau de l'échantillon et vous allez vraiment être très différent par rapport à cette association de deux fils. C'est un des cas où je trouve que c'est pertinent de doubler deux fils plutôt que de prendre un seul fil de déca. Après, j'ai pas regardé tous les projets qui ont été faits, peut-être il y en a qui l'ont fait avec juste un fil de déca, n'hésitez pas à regarder. J'y pense parce que j'ai bien envie de me faire une décapuche d'atelier Emily et pour le coup moi j'ai un fil fingering que j'aimerais doubler, alors que le modèle est prévu pour être fait en fingering plus fil de dentelle mohair et je sais pas si c'est une très bonne idée. Mais comme c'est du jersey, je risque de quand même le tenter. Je vous avais demandé dans le dernier épisode des Vlogmas si vous avez des questions de manière générale. Pour faire une fois occasion, parce que ça fait un peu plus d'un an que j'en ai fait. Les petites mésanges sont de retour. C'est bon, Motador. C'est trop mignon. Donc j'ai des questions que vous m'avez posées sous YouTube ou sur Instagram. Alors c'est un peu... Bon, j'ai pas... je voulais les réorganiser par thématique. Non, je vais pas y arriver. Donc je vais les prendre comme elles arrivent. Des questions sur Momo, sur Mota. Quel âge a Mota? Mota a en théorie 9 ans. Ça c'est l'estimation officielle du refuge de la SPA, etc. Le veto a dit ouais. Mais c'est quand on a un chat adulte, c'est un petit peu difficile, surtout que s'il y a bien un truc que Mota aime pas, c'est qu'on lui regarde les dents. Donc voilà, mais il a les dents un peu abîmées, donc ouais, autour entre 7 et 9, 10 ans. Le truc qui est difficile, c'est que de ce qu'on sait, il n'a pas forcément été bien sevré, etc. Il y a... c'était une réquisition judiciaire, hein, la raison pour laquelle il s'est retrouvé en refuge. C'est des gens qui avaient 30 chats et qui s'en occupaient pas bien, vu l'état dans lequel était Mota. Si vous regardez les Vlogmas 2023, quand on l'a adopté, en fait, je suis, par curiosité, je suis allée revoir les premières vidéos que j'avais fait où on le voit. Il est si petit. Et encore, le refuge nous avait montré des photos de 6 mois avant où eux l'avaient accueilli. J'ai vu des chats errants, hein, des trucs comme ça. J'ai jamais vu un chat aussi maigre. Voilà.
Donc on pense qu'il a, enfin, il a des problèmes de santé qui tendent à nous faire comprendre qu'il a sans doute été, enfin, il y a des problèmes de malnutrition, sans doute quand il était chaton, donc il est pas, voilà, il a des problèmes pour garder, pour prendre du poids, etc., pour garder les nutriments, et donc voilà, il a peut-être une morphologie qui est particulière par rapport à ça, mais en gros, il est censé avoir 9 ans, sa date de naissance sur son carnet de santé, là, c'est le 1er juillet, voilà, si vous voulez lui souhaiter son anniversaire, ce sera le 1er juillet. Du coup, théoriquement, il aurait 10 ans cette année. Voilà. Ah, j'avais vu qu'il y avait une autre question sur Mota. Est-ce que j'ai des trucs que j'ai achetés pour Mota que j'ai regretté? Globalement, non, parce que enfin, je sais, on a pas mal de chance. Il y a un truc qu'il n'utilise pas du tout, c'est ça, c'est des petits repose-têtes en fait, mais bon, ça coûtait genre 10 €, et je les mets là, enfin, si il dort et que moi je le glisse sous lui, s'il va se mettre dessus, machin, mais ils sont placés à des endroits où il dort et de lui-même il n'y va pas dessus. Mais sinon c'est un chat qui il joue avec tous ses jouets. Alors souvent il faut un petit temps d'apprivoisement du jouet, mais il a une bonne rotation, même de tous les petits lits, les endroits où il dort. On a des... Il est là, vous voyez, ah, où c'est compliqué, là. On a installé ces étagères et parce qu'on avait ce mur vide et j'avais la flemme de trouver des grands trucs de déco. J'ai vu ces étagères là, je me suis dit tiens c'est marrant, on va voir s'il aime, et il aime. Et par exemple là, il aime bien se mettre là parce qu'il y a le radiateur en dessous. Donc il a une rotation, il y a à un moment pendant des mois, il va pas aller dans un de ses lits ou dans un des endroits, et puis après il va y retourner, il va y rester toute sa vie quoi. Donc là en ce moment ça fait 2-3 semaines que il est là. Voilà. Mais ouais, il joue beaucoup. Bizarrement, il est pas très carton et emballage, tout ça. Enfin, si, une fois, il a fait pipi dans un carton, mais ça, c'est notre faute, parce qu'il y avait des papiers dedans, donc ça ressemblait un peu à un truc de litière, et donc il a fait pipi dedans. Mais il joue pas trop avec les emballages, les cartons, mais par contre, il joue avec ses jouets, beaucoup. Alors, je tiens quand même à dire que si vous avez des jouets pour chats, vous savez, il y en a beaucoup qui ont des plumes, qui ont des fils, etc. C'est un truc qu'il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a des chats qui mangent les trucs. Mota, non. Il avale pas les rubans, les plumes, il les mange pas, il attrape, voilà. Mais enfin, il a autant de jouets comme ça, avec des plumes et des trucs, c'est parce comme on travaille tous les deux de la maison, on le voit tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que il a des jouets comme ça, qui peuvent être un petit peu risqués si on les laisse tout seul avec un chat. Et il aime tout. Le truc, par contre, c'est au niveau de la nourriture. Puisque, problème de nutrition quand il était chaton, Mota a des problèmes de digestion assez pénibles, pour lui, hein. Il est pas du tout difficile en termes de nourriture, c'est juste qu'il digère rien. Et donc on a essayé pas mal de nourritures différentes avec le veto, etc. On a fait des analyses, etc. Le souci, c'est que du coup, c'est des nourritures qui sont assez chères, qu'il faut qu'on commande en ligne, etc. Et si vous avez des animaux, vous savez peut-être que tout est à la mode faut s'abonner pour payer, ou faut prendre des grandes quantités pour payer moins cher, etc. Et cet été, il y avait un type de nourriture, un type de pâté qu'il avait pendant plusieurs semaines et où ça allait. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais en prendre une certaine quantité pour avoir une réduction. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois le colis, et le lendemain, ça ne passe plus. Et ça passe plus du tout. Pour le coup, il était vraiment malade. Il a complètement refusé de manger le truc. Donc, c'est super. Donc plus jamais. En fait, maintenant, j'achète vraiment de quoi le nourrir un mois, et voilà, parce que après je me retrouve avec des trucs sur les bras, et là je sais pas quoi en faire, parce qu'en plus c'est de la nourriture spécifique que je peux pas donner à mes parents pour leur chat, donc je sais pas quoi en faire.
Je vous demande pas d'aide, hein. Je sais que quand on vous parle de trucs comme ça, vous essayez de donner des astuces, etc. Mais le truc, les conseils non sollicités, c'est que vous connaissez pas la situation, vous connaissez pas exactement ses problèmes de santé, vous savez pas tout ce qu'on a essayé, etc. C'est un peu le... Même si je sais que vous le faites avec bienveillance, hein, c'est pour affection parasociale avec Mota. Voilà, je vous demande pas d'aide, hein, on gère. Du coup, si vous voulez savoir, depuis mi-novembre, on a trouvé un type de pâté qui, pour la première fois, a un effet positif. Voilà, il a pris pas mal de poids d'un coup. C'est la première fois parce que même les trucs avant qui étaient recommandés par le veto, machin, ça faisait moins pire, mais c'était pas terrible non plus. Là, pour la première fois, donc ça fait presque 2 mois qu'il est sur une pâtée qui il y a une amélioration. Voilà, il y a du mieux. Il a l'air de mieux retenir la nourriture. Donc je croise les doigts pour que ce soit la bonne. Voilà. Je pense que c'était tout sur les momos. Sur les questions pour Mota. Attendez, je regarde s'il y a des questions autres que design, etc. Oui, alors Estelle de Calamitinix qui me demande si j'ai un gros doudou ex à lui dépanner. Non, je n'en ai pas non plus. On parle d'un jeu Pokémon sur téléphone. Hein. Je n'en ai pas. Vraiment, j'ai pas beaucoup de chance. Hein. J'ai un peu la poisse. Je mets toute ma gloire dans mes ronds doudous, vraiment. Et ça marche parce que je reçois pas mal de petits cœurs sur mes sur mes réalisations avec mes 15 000 ronds doudous. Voilà. Et après, j'ai pas mal de questions donc sur le tricot, le design, etc. Donc j'ai des questions sur comment j'ai appris à tricoter, comment j'ai commencé le design. Alors j'en ai parlé plusieurs fois, mais je vais essayer de la faire courte. J'ai appris à tricoter quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 8 ou 10 ans. La première fois que j'ai tricoté, ma grand-mère avait un tricot. Elle tricotait pas spécialement, hein, c'est juste que chez elle, elle avait un tricot. Et elle m'a montré en gros comment faire des mailles endroits. C'était un truc en point mousse dans une laine bleue. Mais c'est pas aller plus loin que ça. Après, moi, j'ai appris un peu toute seule, fin de collège, lycée, à tricoter, en fait, globalement sur internet, puis sur des livres, et beaucoup en bidouillant, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de contenu en ligne sur le tricot, du moins moi je ne le trouvais pas. Et ça m'était pas venu à l'esprit spécialement de chercher plus que ça. Sur internet, il n'y avait pas tout, YouTube n'avait pas explosé comme ça. Donc j'avais trouvé quelques tutos pour, je me souviens, il y avait comme un mug cosy, vous savez, c'est ces espèces d'enveloppes pour mug. Moi j'avais pris un point que j'avais vu comme ça, je m'étais fait un marque-page, j'avais fait des mitaines en jacquard, enfin et je bidouillais un peu, j'ai appris un peu comme ça toute seule en faisant, parce que j'ai toujours plutôt bien aimé faire des trucs manuels, et moi j'aime bien apprendre des trucs, et je tombe dans un espèce de tunnel où tiens ça c'est intéressant, et je regarde des heures et des heures et des heures de contenu, et je fais plein de recherches. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à apprendre le tricot. Donc ça fait 17 ans, un peu plus de 17 ans je pense que je tricote de manière régulière. Comment je suis devenue designer tricot? C'est marrant parce que l'une d'entre vous, la formulation de la question m'a fait rire parce que tu m'as demandé si c'était une évidence pour moi. Alors je pense pas que ce soit une évidence pour quiconque. De faire un travail d'indépendant, dans une niche comme le design tricot. C'est une très mauvaise idée comme plan de carrière. Je dis pas ça dans le sens oh ouin c'est dur, non, mais c'est en fait ce que je veux dire c'est que c'est très précaire, c'est pas du tout c'est rarissime de pouvoir n'avoir même un petit revenu complémentaire, c'est rarissime. Je pensais pas du tout que c'était une possibilité mais déjà je savais pas que des gens vendaient des patrons de manière indépendante, non c'était pas du tout un truc qui était conscient de ma part. Là à parté, il y a vraiment
très peu de gens qui arrivent à vivre du design tricot. Les chiffres qu'on a venant de Ravelry, et Ravelry c'est 90% des ventes de patrons se font sur Ravelry, c'était sur un mois, ils avaient partagé les statistiques, et c'était juste 3% parmi toutes les personnes qui vendent sur Ravelry, donc ça, il y a beaucoup, parmi toutes les personnes qui ont un compte pro sur Ravelry, il y en avait 3% qui atteignaient 1000$ de vente. Et donc ça c'est les ventes, donc il faut enlever tous les frais de paiement, les cotisations sociales, etc. Donc voilà, c'était l'immense majorité des gens qui vendent des patrons, ils gagnent à peine quelques centaines d'euros. Et c'est des chiffres de 2019 et on n'en a pas depuis. J'imagine que c'est pire. Donc non, c'était pas du tout une carrière que j'avais en tête. En fait, je faisais des études de communication, notamment pour travailler dans les relations presse. J'ai dû arrêter pour des raisons perso, familiales, etc. Et donc, je faisais pas mal de boulot alimentaire. Et c'était à peu près en même temps où j'ai commencé à justement à plus découvrir la communauté tricot en ligne. J'ai découvert Ravelry, j'ai découvert les podcasts, etc. Et moi j'ai toujours un peu bidouillé, un peu fait mes propres projets. Et j'ai eu une idée d'un modèle, et alors, très honnêtement, je ne sais pas pourquoi je me suis dit tiens, je vais le publier sur Ravelry. J'avais déjà un podcast à ce moment-là avant, en anglais. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que j'aime bien le côté analytique de rédaction d'instructions. En fait, c'est quelque chose qui est très mathématique déjà, qui est très procédurier en un sens. Et moi, c'est un truc que j'aime bien, que je trouve satisfaisant, vraiment, ce puzzle de comment rédiger les instructions, etc., associé à la créativité de faire un modèle. Et donc j'ai voulu tester d'écrire un patron pour voir, et le processus m'a énormément plu. Mais pourquoi j'ai décidé de le publier, je n'en sais rien. Mais le fait est qu'après c'est un enchaînement, parce que une fois qu'il y a un patron qui est potentiellement vu, ne serait-ce que par une personne, on va avoir un retour, et donc s'enclenche la deuxième partie qui est hyper intéressante dans la rédaction d'instructions, c'est le fait de s'améliorer grâce au retour des gens. Et donc c'est un truc intellectuellement qui m'intéresse beaucoup, qui est très satisfaisant, et c'est vraiment ça qui est très motivant et qui, je pense, m'a poussé à développer plus de patrons et à continuer à publier des patrons. J'ai pas pris de cours de design, etc. Il y en a. Tous les designers que je connais n'en ont pas pris. Voilà. Il y a pas mal de ressources en ligne maintenant. Il y a notamment le blog de Claire Sister Mountain, qui a beaucoup d'articles sur la gradation, sur les différentes constructions. Le blog d'Isolda aussi, Isolda Tig, qui est très fourni. Vous avez des livres de tech éditeurs, donc d'éditeurs techniques, sur la rédaction de patrons, etc. Mais ça, c'est des trucs que j'ai trouvés assez récemment, et c'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai appris en faisant. J'ai toujours beaucoup de mal à expliquer comment j'ai appris quelque chose, comment je sais quelque chose. C'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi. Je suis sûre qu'il y a une raison, mais moi, je sais pas expliquer comment j'apprends des trucs. En fait, juste, j'ai réfléchi, quoi. Voilà. Et je fais beaucoup de recherches, je collecte beaucoup de trucs, j'expérimente, et c'est comme ça que j'apprends à faire quelque chose. Et j'ai un peu l'impression que tout le monde attend, je sais pas, qu'on ait un mentor, qu'on ait pris des cours, voilà, quelque chose de très classique dans quel que soit le sujet. Il n'y a pas de raison très simpliste à comment j'ai appris à designer, comment j'apprends des trucs. Juste, je suis très curieuse, peut-être, assez obsessionnelle quand un truc m'intéresse. Oui, bonjour, c'est la Audrey du montage. Je me rends compte qu'on dirait que je dis « Oui, moi je savais tout faire instinctivement ». Non, pas du tout. Ce que j'essaie de dire de manière très maladroite, c'est que je suis autodidacte, donc j'ai appris en tâtonnant, en faisant n'importe quoi, en observant ce que faisaient les autres designers, voilà, en expérimentant en fait.
voyance qui marche mieux, donc où j'ai pas de ressources précises que je peux vous donner en vous disant j'ai appris en suivant ça, comme ça, etc. C'est un peu l'histoire de ma vie d'avoir des, des connaissances ultra spécifiques sur des sujets bizarres, sans raison en fait. Et voilà, je sais pas, on a des insomnies, donc on fait des recherches un peu particulières parfois. Je pense qu'il faut surtout pas que la police regarde mon historique Wikipédia parce que ça se passerait mal pour moi, je pense. Voilà, hein. Bon. Oui, c'est comme ça. Donc il y a des ressources pour apprendre à créer des designs, mais c'est pas des trucs que moi j'ai utilisés au début en tout cas. Et alors, il y a d'autres questions un petit peu sur le design. Oui, ça je réponds parce que c'est pas la première personne qui me demande ça. J'ai vu plusieurs fois les gens demander ça à moi ou à d'autres designers et je comprends pas trop. Les designers, êtes-vous prévenus quand on tricote un de vos modèles et qu'on le poste sur Ravelry? Je comprends pas pourquoi vous pensez ça. Non, vous imaginez quel enfer. Et encore, moi j'ai pas beaucoup de gens qui font des projets Ravelry sur mes patrons et déjà si j'avais une notification à chaque fois que quelqu'un fait un projet, je sais déjà que ce serait infernal, alors que ça reste une quantité minime. Vous imaginez si Petite Knit, elle avait une notification à chaque fois que quelqu'un fait un projet? Ce serait infernal. Non, je sais pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes vexé parce qu'on ne réagit pas à vos projets, vous attendez à ce qu'on vous réponde et donc vous aimeriez nous le montrer? Non. Alors on a moyen, mais ça je pense que tout le monde peut le voir en fait. Je ne sais pas. On a moyen dans notre Ravelry de voir l'activité sur nos patrons. Donc en fait, on peut sélectionner de regarder nouvelles photos, nouveaux projets, nouvelles mises en favoris, nouvelles mises en liste d'attente, etc. On peut, mais c'est sur tous les modèles et c'est une liste d'activités. Voilà, c'est une... Ah, c'est quoi le mot? Voilà, c'est la liste qui remonte jusqu'à l'infini. On n'a pas à chaque fois une notification à chaque fois que crée un projet. Pas du tout. Si vous voulez qu'un designer voit votre projet, il vaut mieux soit vous le taguer sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vexés quand les designers réagissent pas sur leurs photos de projet. J'ai 20 000, je sais pas combien d'abonnés sur Instagram. C'est déjà pas gérable, d'accord? Déjà pas gérable. Donc imaginez les designers beaucoup plus populaires qui en ont beaucoup. Ce n'est pas les messages sur Instagram, les tags sur Instagram, c'est un cauchemar. Quand vous faites une photo que vous me taguez, je reçois un message. Si vous réagissez à une de mes stories, je reçois un message. Si vous répondez à un de mes commentaires, je reçois un message sur Instagram. Je ne peux pas tout voir en fait, et au bout d'un moment, les notifications se perdent. Donc ne vous vexez pas si un designer réagit pas à votre message, à votre projet. Moi j'essaie de quand même bien voir tout le monde et je mets des cœurs, etc. Mais c'est pas gérable. Enfin, je sais que c'est difficile de s'en rendre compte parce que on est chacun dans notre bulle et en fait, et on n'imagine pas que l'autre personne a. Quand on interagit avec quelqu'un, pour nous c'est unilatéral. Enfin c'est comme ça. Mais il faut bien penser que l'autre personne, c'est comme ça. D'accord? Donc, si vous voulez qu'un designer voit votre projet, la meilleure façon, c'est de le taguer sur ses réseaux sociaux. Mais c'est pas non plus parfait. Et sur Ravelry, on n'a pas de notification. De temps en temps, moi, je regarde les projets. Pour voir s'il y a des personnes qui ont mis des photos, notamment de vêtements portés, et que je pourrais mettre sur, je demande de les mettre sur si j'ai le droit de les mettre sur la page patron, etc. Mais non, on n'a pas de notification, pas du tout. Vous semblez toujours avoir ne vous voyez pas, quel enfer. Vous semblez toujours avoir 1000 idées de projets en tête. Comment est-ce que vous vous organisez pour les gérer et choisir? Quand vous vient une idée, est-ce que vous faites tout de suite un échantillon, par exemple? Ça dépend. J'ai effectivement beaucoup d'idées. Quand j'ai une idée de modèle, souvent je vais la noter.
souvent je vais faire un croquis et ça va suffire visuellement pour que je me mette en tête, ok, cette idée elle est là, juste pour la sortir de ma tête et y faire référence ensuite quand en fait je suis jamais dans la position où je réfléchis à faire un modèle. J'ai beaucoup d'idées déjà qui sont enregistrées sur mon ordinateur, j'ai plein par catégorie, etc. Et donc j'ai quand même un planning grossier et flexible, mais j'ai quand même un planning où je sais que voilà, je fais tel design, après j'ai tel design, après j'ai tel design. Chaque design n'est pas complètement rigidifié, tout préparé, tout prêt, mais j'ai quand même globalement l'idée qui est associée. Souvent par un croquis, parfois je fais un échantillon. Alors ce qui arrive souvent, c'est que je fais beaucoup d'échantillons pour tester des points, pour tester des couleurs. Et donc j'ai pareil un certain stock d'échantillons. Souvent je fais un échantillon quand c'est quelque chose qui, sous forme de croquis ou sous forme de juste de notes écrites, je sais que je vais pas comprendre ce que je voulais dire. Et juste avoir un échantillon et pouvoir lire mon tricot, ça va m'aider à savoir ce que j'avais en tête, et souvent pour tester des points, etc. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je garde en tête mes idées. Après, comment je les choisis, comment j'organise, j'essaie de répartir les choses. Déjà, je répartis un peu par saison, etc. Et le truc central, c'est au niveau de ma charge de travail. Il y a des patrons qui prennent plus de temps de travail que d'autres. Et notamment, je vais pas sortir que des pulls à la suite. Voilà, j'essaie d'avoir 1-2 patrons par mois. Je descends petit à petit à un patron, mais je vais pas sortir sur 6 mois d'affilée, je peux pas avoir 6 ou même 4 vêtements qui demandent beaucoup de temps de design. Donc j'essaie d'alterner entre les modèles plus rapides à faire, les modèles plus longs à faire. Et j'essaie un petit peu aussi de réguler en termes de construction, en termes de technique, d'avoir une certaine variété. Mais c'est un peu fluide, je fais un peu ce que je veux, en vrai. Donc une fois que c'est calé par saison, je me laisse un peu la flexibilité. Et une fois que je commence un design, j'ai un planning, voilà, comme je vous le dis, où j'ai à peu près une idée de la laine, etc. Et au moment de commencer à faire le design, parfois dans la conception ça finit par être quelque chose de tout à fait différent. Donc voilà, c'est un peu un mix de il faut que je sorte les idées de ma tête et après elles sont là et je les pioche et je les répartis globalement en fonction de ma charge de travail. Par exemple là en début d'année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le planning que j'avais fait pour 2025. Voilà, j'avais prévu une quinzaine de modèles. Je regarde, j'ai arrangé un petit peu. Je me suis dit, ça, non, ça fait redite avec un autre patron que j'ai plus envie d'essayer de faire cette année. Le mot-clé, c'est ça, c'est essayer. Quand je me lance dans un design, je ne suis pas sûre de le sortir. Mais j'essaye. Voilà. Et je répartis les choses. Voilà, est-ce que j'ai des collaborations, est-ce que j'ai des propositions que je veux absolument faire, pour lesquelles il faut que je me laisse un certain temps. Voilà, là, par exemple, cette année, j'avais prévu en fin d'année, au début, j'ai deux idées de modèles en jacquard. Le gilet dont je vous ai parlé, dont j'ai envoyé la proposition à la marque, qui d'ailleurs elle m'a répondu, elle m'envoie des échantillons pour tester différentes catégories de fils, et je pense que ça va se faire. Donc j'avais cette idée de gilet, j'ai aussi envie de faire un pull tout en jacquard en Peergynt, en tin Peergynt, donc la version figurine, avec des motifs un peu fleuris, figuratifs, etc. Et au début, j'avais mis les deux en fin d'année, là, novembre-décembre. Sauf que quelqu'un est venu me parler. Quelqu'un est venu me parler, me proposer une idée de projet en collaboration pour octobre, en gros. Et ça va aussi être du jacquard. Et donc je me suis dit, bon, ça, plus mon MCAL qui va être du jacquard, plus le fait que je fais des collections de chaussettes en jacquard, ça fait beaucoup de jacquard. Et donc je me suis dit, bon, je vire le pull en figurine, je l'ai mis à un autre moment l'année prochaine. Voilà. Un exemple de comment je répartis le truc, mais c'est un peu fouillis dans ma tête. Y a-t-il des types de vêtements, donc c'est la suite de la question de Estelle par rapport au gros doudou, hein.
Y a-t-il des types de vêtements que tu n'as pas encore designés qui te font envie? Ou au contraire, certains qui ne t'attirent pas du tout? Et elle me met entre parenthèses une image de short. Donc si vous connaissez pas Calamity Knits, Estelle qui a une chaîne YouTube, je vous la conseille vraiment, elle fait des vidéos très très sympas sur différentes thématiques. Et niveau tricot, en fait, elle tricote que des shorts. C'est tout ce qu'elle fait, voilà, faut le savoir. 100% des shorts, elle en a 300 environ. C'est beau. Voilà, c'est un peu elle qui m'a influencée pour le short tricoté que j'ai fait l'été dernier. Et des types de vêtements que je n'ai pas encore designés qui me font envie, de vêtements, je ne pense pas en fait. Parce que les shorts, non. Comme les robes en fait, j'ai pas d'idée, en fait j'ai pas d'idée, tout simplement. Et j'ai pas spécialement envie de faire des basiques parce que je suis encore notamment dans les shorts, etc. J'ai envie d'en tricoter d'autres et je pense que il y a déjà des très très bons basiques et je ressens pas le besoin de faire moi-même un short basique et j'ai pas d'idée de... Je visualise pas un short avec un point texturé ou avec du jacquard ou quoi. C'est pas un truc qui me parle spécialement. Et donc ce serait pour faire un basique et je pense pas avoir grand chose à apporter. Pareil sur les robes. Non, c'est pas un truc qui m'attire. Donc de vêtements... Est-ce que ça compte comme un vêtement? Les placerons, vous savez. Les collars ou neck, comme ils appellent en anglais, ou dickies, les britanniques. Ça peut-être, mais bon, c'est un accessoire ou c'est un vêtement? Je ne sais pas. Ça peut-être, ça me titille un petit peu. Mais en termes de vêtements, non, j'ai pas... Non. Par contre, il y a d'autres trucs que j'ai plus envie d'explorer sur les accessoires pour la maison, notamment. Là, pour l'instant, j'ai fait une housse de coussin. J'ai beaucoup aimé. Et c'est un truc qui est un petit peu plus expérimental. Et j'ai bien envie de faire plus de patrons de maison. Voilà, les couvertures. Alors, j'ai pas de... Calmez-vous. Je n'ai pas d'idée de modèle de couverture. Donc, c'est pas... J'ai un truc par rapport à mes calmistères. J'ai envie de proposer une modification de mes modèles en jacquard pour faire une couverture, mais ce sera pas un patron, ce sera pas un modèle officiel, disons. Mais sinon, j'ai pas d'idée de modèle de couverture en jacquard pour l'instant, pas du tout. Donc c'est pas quelque chose qui est prévu. Mais des objets déco, etc. Les tapisseries. Je vous parlais dans un des vlogmas d'une illumination que j'ai eue, une envie de design de tapisserie au tricot. J'ai réussi à la caler. À caler mon idée, donc si ça fonctionne, encore une fois, ça devrait arriver dans pas trop longtemps, je pense, peut-être en février ou en mars, que je vais tenter de faire ça. Mais ouais, en vêtements, non, il n'y a rien qui me vient. Parce qu'il y a les trucs que j'aime tricoter et il y a les trucs que j'aime designer, et c'est pas forcément toujours la même chose. Et j'ai adoré tricoter mon short, je vais m'en faire d'autres. J'ai trop hâte du retour de... C'est horrible parce que je déteste l'été et j'ai tellement aimé mon short que j'en suis à me dire j'ai hâte qu'il fasse moins froid pour pouvoir porter mon short, alors que je sais que pas du tout. J'ai pas envie qu'il fasse moins froid parce qu'il va faire 40 et ça va m'énerver. Mais j'aurai mon short, donc je serai en train de décéder, mais avec mon short, donc je serai peut-être plus contente que les autres années. Mais ouais, j'ai adoré le tricoter, mais ça ne motive pas une envie de design. De la même façon que les couvertures en jacquard que je tricote de Johnny's Hope n'ont pour l'instant pas motivé d'envie de faire des designs de ma part. Je sais pas, il y a quoi comme autre vêtements? Je ne sais pas. Non, les robes, tout ça. En fait, le problème aussi, c'est qu'il y a un souci morphologique qui est compliqué quand on sort des pulls et de manière pratico-pratique. C'est des patrons qui vont demander énormément de travail pour pas beaucoup de ventes, et donc c'est compliqué à envisager, surtout quand j'ai pas d'idée à la base. Alors, y a-t-il, ça c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram, y a-t-il des modèles que tu as designés ou des tricots perso que tu as vu finir au fond du placard, et si oui, pourquoi? Alors, des trucs que je ne porte pas, oui, parce qu'en fait, donc ça fait très très longtemps que je tricote. Je n'ai pas. Je ne peux pas tout porter. Et en fait, c'est marrant parce que je regardais la vidéo de Miss Manu Naturel ce matin,
Et elle réagissait à des commentaires qu'elle avait reçus vis-à-vis de tous ses encours, et elle disait, pour elle, c'est pas un problème de pas finir les trucs et de pas les porter encore. Est-ce qu'elle aime c'est tricoter? Donc, je paraphrase, allez voir sa vidéo. En fait, du coup, je dérive un peu peut-être, mais j'ai un peu de mal à voir si quand je porte pas un vêtement, c'est parce qu'il y a un problème, parce que la vérité, c'est que je ne porte pas tous les tricots que je fais, parce que c'est pas possible. Et pour moi, c'est pas grave, parce que je tricote autant pour tricoter que pour porter. Enfin, ce que j'aime, c'est tricoter. C'est pas juste porter les tricots finis, vous voyez. Je trouve parfois que dans les discours minimalistes de consommation raisonnable, etc., appliqués à la sphère des loisirs créatifs, je trouve que parfois, on part un peu dans un délire extrême. Évidemment que je vais pas faire exprès de tricoter des trucs que je sais que je ne porterai jamais, que on peut quand même avoir de l'intentionnalité dans ces projets, mais je trouve que parfois on a une espèce d'injonction de il faut, quand on se lance dans un tricot, il faut que vraiment ce soit quelque chose de 100% utile, qu'on en ait besoin dans notre garde-robe, qu'on s'imagine le porter sur des décennies, faut que ce soit rentable. Et en fait, du coup, on est dans un... Je trouve que on repart un peu dans un discours de productivité où tout doit avoir un objectif, tout doit être utile, tout doit avoir un but. Et ça, moi, je trouve ça un peu triste, que dans le discours de, à la base, un peu plus d'être conscient notamment au niveau des vêtements, de la fabrication de ses propres vêtements, etc., d'être conscient de ce qu'on fait, des matières, d'apprécier l'art, de faire des vêtements, etc., je trouve que du coup, on retombe dans un délire de productivité en voulant absolument que tout soit rentable. Alors, évidemment, pas dire ce que j'ai pas dit, comme je vous le dis, on fait pas n'importe quoi, mais parfois je vois des discours où on reste quand même sur du loisir créatif, le tricot, le crochet et même la couture, où je trouve que c'est un petit peu exagéré de comparer les gens qui tricotent beaucoup sans forcément avoir cet impératif de rentabilité du vêtement, de comparer ces tricoteurs-là à... ce serait aussi écervelé de beaucoup tricoter que d'acheter des dizaines de nouveaux vêtements par an, par mois, sur Shein, etc. Non, quand même, quand même, toute proportion gardée, c'est pas la même chose. Et je pense qu'on peut avoir de l'intentionnalité dans les choix qu'on fait, dans les matières qu'on prend, etc. Mais sans nier tout ce que le loisir créatif a au-delà de l'utilité. Alors oui, le tricot a toujours eu un objectif utilitaire entre guillemets, voilà, voilà, il y a des décennies de tradition, de praticité. Oui, quand peut-être que vous débutez, que vous n'avez pas beaucoup de temps de tricot et que si vous faites un truc et que finalement vous le portez pas, vous êtes déçu. Mais il y a aussi tout le côté artistique du loisir créatif et intellectuel aussi, la stimulation de tricoter, d'apprendre de nouvelles techniques, voilà. Et je trouve dommage d'ignorer tout ça parce que oui, les traditions textiles répondent à un objectif pratique de se couvrir, de se tenir chaud, etc. Mais c'est pas pour rien que les tapisseries, pas les tapisseries, mais les tissages péruviens, que les broderies en Europe de l'Est, que tous les jacquards scandinaves, ferraille, etc. Les dentelles estoniennes, c'est vraiment nécessaire de faire toutes ces fioritures? Non. Voilà, c'était pas nécessaire de faire tout cet ornement. Donc c'est bien qu'il y a aussi des traditions artistiques et un autre plaisir que l'utilitaire dans la création de tricot pour moi. Et voilà, moi comme je vous le dis, je vais pas arrêter de tricoter parce que j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin de faire des pulls en jacquard. Si vraiment je tricotais juste pour l'utilité, je ferais des gros pulls tout en jersey, unis, c'est mort, voilà. Mais non, c'est pas ça que j'aime. Voilà, je sais, il y a des gens, voilà, ils ont rempli leur garde-robe et ils perdent l'envie de tricoter. Moi, pas du tout. Moi, parfois, oui, je tricote parce que j'aime tricoter. Et est-ce que je vais porter le truc? Peut-être, peut-être pas. Après, ça va aussi peut-être avec mon style et mon absence de style et
mon style de vie qui est que même si un truc est pas portable, ben je travaille de chez moi, j'en ai pas grand chose à faire si j'ai un pull, vous voyez comme je suis habillée là, ça c'est un truc du commerce que ma sœur m'a refilé. J'en ai pas grand chose à faire si je suis pas j'ai pas un style vestimentaire fixe. Donc si j'ai des trucs importables sur moi, c'est pas grave, ça va quand même me tenir chaud, vous voyez. Moi, si je... par exemple, il y a 2 ans, je crois, j'ai tricoté un châle en point mousse avec un calendrier de l'Avent Artemis Yarns. Donc laine teinte à la main, calendrier de l'Avent. J'ai tricoté un châle parce que je voulais un châle en point mousse pour pouvoir le porter... sur mes épaules, sur mon bureau. Parce que je fais beaucoup ça, j'ai beaucoup de châles que je porte comme ça, j'en voulais un en plus. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à peu près au même moment où on a adopté Mota. Donc c'était il y a 1 an, je crois. J'ai acheté un petit lit. Je cherchais un truc à mettre dans le lit. J'ai pris ce qu'il y avait là, j'ai mis Mota sur le châle, et maintenant c'est son châle. Un châle d'Artemis Yarns. Est-ce que c'est intelligent de donner un truc aussi précieux à un animal? Non. Mais lui, il aime bien son châle. Voilà, et le truc est utile. Voilà, il y a beaucoup de gens, je pense que je vous dis ça, vous vous dites, oh mais c'est du gâchis. Je dis, bah non, c'est pas du gâchis. Moi, j'ai eu plaisir à tricoter le truc. Pour moi, l'essentiel du processus, c'est le processus tricot, le plaisir dans le tricot. C'est ça. Parce que sinon, voilà, encore une fois, je me casserais pas la tête à faire des trucs tout en dentelle, des motifs de jacquard farfelus. Voilà, j'ai pas besoin de faire ça. Donc s'il faut que le truc soit utile, ben ce serait un peu contradictoire d'apporter de la variété, etc. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Tout ça pour dire que j'ai un peu de mal du coup à voir si quand je porte pas un truc, c'est parce qu'il y a un problème, ou si c'est juste inhérent au fait que j'ai beaucoup de tricots que je n'utilise pas parce que c'est juste physiquement pas possible, et que pour moi, évidemment que... je sais qu'il y a des trous dans ma garde-robe. Enfin, des trous dans ma garde-robe. Non, il n'y a pas de trous dans ma garde-robe. Encore une fois, je n'ai pas besoin de plus de tricots. Mais il y a des trucs que j'aimerais avoir pour les porter. Voilà. C'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Il y a des trucs que je vais faire parce que je sais que je vais beaucoup les porter et que c'est ça que je veux. Mais il y a beaucoup de tricots que je fais parce que j'aime le processus. Donc, il y a 2 trucs où, oui, peut-être qu'il y a un problème avec le projet. De base, une question de taille, si les trucs ne vont pas ou plus, en fait, tiens. Par rapport au fait de trouver que ça sert à rien de tricoter un truc si on va pas le porter pendant 10 ans. Alors, je suis ravie pour vous si votre corps ne change pas pendant 10 ans et que vous portez toujours les mêmes vêtements que vous avez tricotés quand vous avez 12 ans. Et moi, non. J'ai beaucoup de fluctuations dans mon poids, dans ma morphologie, etc. Et donc, c'est juste pas faisable de me mettre la pression sur combien de temps je vais pouvoir porter tel ou tel truc. Voilà, dans ces discours de garde-robe, capsule, ce genre de trucs, oui, on achète un jean et il faut qu'on puisse le porter pendant 20 ans. Oui, bon, vous êtes gentil, mais moi, en 20 ans, le jean, il me va plus, pardon, hein, mais voilà, il y a beaucoup de gens dont le corps fluctue. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas un problème de santé, hein, bien sûr. Et donc, je vais pas tricoter que des tentes pour éviter ça. Et donc, oui, parfois ça arrive que je porte surtout les vêtements d'été. Je vais les faire pour une saison, je vais les porter, et 6 mois plus tard, quand la saison revient, peut-être que ça me va plus. Et c'est pas grave, parce que dans 6 mois après, peut-être que ça sera revenu. Et il y a plusieurs vêtements comme ça que à un moment je pouvais plus les porter, et puis l'année d'après c'est bon. Quand je remarque que vraiment c'est quelque chose où la taille ne me va pas, par exemple aussi, pensez que en tant que designer, j'ai quand même des trucs que j'ai designés qui sont de base pas faits pour être portés par moi, parce que notamment c'est des samples pour des magazines, et donc c'était pas ma taille. Donc dans ce cas de figure là, je donne
ou juste une laine que moi je n'aime pas porter. Je pense à mon pull Atlantica, qui a été fait en laine de Istex. C'est pas la laine Lopi, c'est la fine, la N-band. Moi je peux pas porter ce fil, il ne me va pas. Par contre ma mère, elle adore ce pull. Donc voilà, donc les trucs comme ça qui me vont pas, où vraiment je me dis bon... Je me doute que je vais pas le porter pendant des années, à moins que vraiment mon corps change drastiquement. Je trouve une autre maison. J'ai pas mal de gens dans mon entourage à qui je donne des tricots, donc c'est pas mal. Ou je le mets en boule et je le mets dans un lit à mota, hein, voilà, ça arrive aussi. Donc ouais, il y a le problème de la taille. Et un autre truc que je constate assez récemment, c'est les pulls en déca près du corps. Quand je dis près du corps, c'est en dessous de 10 cm d'aisance, ou jusqu'à 10 cm d'aisance. En déca, c'est compliqué, parce que j'ai trop chaud. Voilà, et donc il faut que je garde en tête que si je veux faire un truc en déca, et que c'est un pull, il faut qu'il y ait beaucoup d'aisance, parce que si c'est plus aéré, j'ai moins chaud, ça va, et je peux le porter plutôt en extérieur. Alors que quelque chose qui est plus un pull de coupe classique, je vais pas le porter en substitut de veste. Et donc il faut vraiment qu'il fasse très très froid, donc je les porte pas forcément. Donc plutôt un gilet dans ce cas-là. Mais alors là encore une fois, j'ai prévu de faire des pulls en déca assez près du corps, hein. Mais c'est un truc qui, je sais, là pour le coup je sais que c'est pas un truc que je vais porter forcément beaucoup, parce que il fait trop chaud. Donc voilà, c'est un peu les deux trucs. Oui, il y a des trucs que je porte pas parce que la taille est pas bonne, et l'autre truc c'est au niveau du choix de laine. Faut que je fasse plus de gilets. Voilà, parce que si je veux tricoter de la déca, soit il faut que ce soit immense, soit il faut que ce soit un gilet. Mais c'est vrai qu'il y a plein de... J'ai quelques pulls texturés en déca qui ont juste 10 cm d'aisance et je les adore, mais ils me tiennent trop chaud. Donc voilà. Voilà, ce vlog va être interminable, c'est super. Quelqu'un m'a demandé sur Instagram comment expliquer la propriété intellectuelle d'un modèle tricot. Mon entourage me dit de vendre ce que je tricote et j'ai du mal à leur expliquer ce que je ne peux pas. Si tu as une explication à m'apporter afin que je leur explique. Oui, l'explication c'est que tu peux. Ah ah. Alors, ça dépend, évidemment. Mais alors il y a ce qui est légal et il y a ce qui est correct et éthique. Ça change d'un pays à l'autre, mais ce qui est la propriété intellectuelle d'un patron de tricot, ce n'est pas le design et ce n'est pas l'objet qui est tricoté avec, c'est les instructions, c'est le texte des instructions. Donc ça veut dire que je peux tout à fait copier à 100% un modèle de petite knit. Si je réécris mes instructions, j'ai le droit. Je peux tricoter quelque chose et le vendre, j'ai le droit. Exception s'il y a des brevets sur les patrons, mais personne fait ça parce que ça coûte cher et que c'est pas gérable, ou s'il y a des ISBN, si c'est publié comme des livres, donc notamment les patrons. Il me semble que tu me parlais ensuite des patrons de Charlotte Stone que tu as vu vendus sur des marchés de Noël ou quoi. Si c'est publié dans des livres, là il y a autre chose, parce que il y a une identité, une propriété qui est différente quand on a un ISBN. Il y a certains designers qui sont enregistrés en tant qu'auteurs et qui mettent donc les ISBN, si vous savez pas, c'est les livres code de chaque publication. Quand on publie un livre ou quoi, vous avez vu si c'est pas trop joli ce truc. Je crois que c'est de la science-fiction. Bref. Les ISBN, donc il faut s'enregistrer en tant qu'auteur, et chaque patron un peu est considéré comme un e-book, et là c'est un petit peu différent. Mais sinon, les designers, on n'a pas de recours pour vous empêcher vraiment de vendre ce que vous tricotez à partir de nos patrons. Donc voilà, c'est pas forcément illégal. Encore une fois, ça change des pays, de machin, c'est hyper compliqué, surtout si vous prenez un patron d'un designer qui est dans un autre pays que vous. La loi, la propriété intellectuelle n'est pas la même que là où vous vivez. C'est le chaos, d'accord ? Mais le truc, c'est, ouais, moralement, une comparaison qui est pas mal, je trouve, c'est de dire, les films qui sont adaptés de livres,
ben c'est pas parce que le réalisateur du film a acheté le livre qu'il a le droit de voilà, Denis de Villeneuve, il a pas acheté un poche de Dune à 7 € et puis il a le droit de faire le film. Non, faut acheter les droits intellectuels en fait de l'histoire, machin, pour pouvoir faire un film. Vous voyez. Alors c'est pas du tout les mêmes proportions ni quoi, on est d'accord. Mais je pense que c'est voilà, c'est une comparaison qui est assez voilà. Mais c'est très individuel et c'est très voilà vous. Moi personnellement, je me vois pas faire un business à vendre des réalisations faites à partir d'autres personnes. Voilà. C'est juste une question morale. Après, il y a une question de proportion. L'idée, c'est pas d'empêcher les gens de, si une fois votre cousin vous demande tiens, tu veux pas me tricoter ça, machin, et je te paye, machin. Ou si vous faites, il y a des gens qui font qui vendent surtout ça se fait beaucoup au crochet, mais il y a des gens qui vendent des trucs et c'est pour des associations caritatives ou quoi. Ou si vous faites une fois un petit marché, machin. C'est bon quoi, machin. Mais si dans ce cadre-là, moi je pense que vous notez juste le design et de telle personne et pour moi éthiquement ça me pose pas de souci tant que vous avez prévenu la personne que voilà ça, vous êtes en accord avec vous-même et avec le designer. Oui, faut être raisonnable. Mais si vous avez une entreprise, si votre objectif c'est de vous faire de l'argent, par exemple, moi j'ai des accords avec certaines marques de laine qui ont leur propre laine et qui vendent des patrons, enfin certains de mes modèles réalisés avec leur laine en même temps. Et donc là, on a un accord où en gros, ils me payent comme une licence commerciale qui est une portion, une partie du prix du patron pour chaque truc qu'ils vendent, mais parce que voilà, eux ils ont une entreprise et c'est aussi leur commerce, vous voyez. Donc c'est pas tout à fait pareil si vous voulez en faire un commerce que si vous le faites juste de manière occasionnelle. Si vous voulez en faire un commerce, bah voilà, encore une fois, c'est pas illégal, mais c'est peut-être plus éthique de voir avec le designer si vous pouvez pas. Voilà, il y a des designers qui s'en fichent hein, et qui vous disent oui, oui. Il y a des designers qui sont très stricts et qui refusent catégoriquement. Le truc, c'est que, à ma connaissance et de ce que j'en lis partout sur le sujet, parce que c'est une question qui revient beaucoup quand même, légalement, les designers ont pas de recours, sauf encore une fois si on a breveté, mais bon courage, breveter chaque patron. Hein. Et encore, je suis pas tout à fait sûre de est-ce que ça marche. Enfin, il y a tellement de conflits de propriété intellectuelle dans des industries qui sont beaucoup plus réglementées que le design indépendant de tricot. Enfin, il y a des studios de jeux vidéo qui se crêpent le chignon à chaque fois, des artistes musicaux, etc. Et on pourrait se dire que ces industries du divertissement sont un petit peu plus rodées sur la question, mais non, c'est quand même le bazar. Donc imaginez bien que dans le cadre du design indépendant de tricot, c'est pas clair. C'est pas clair non plus. Mais voilà, donc si vous voulez expliquer un peu pourquoi vous vous sentirez mal à faire ça, bah ouais, je pense que la comparaison de c'est pas parce que t'achètes un livre que t'as le droit d'en faire un film et de gagner de l'argent dessus sur l'histoire, etc. Mais c'est légalement, il n'y a pas vraiment de recours pour les designers. Pourquoi y a-t-il moins de pulls en col V que des cols ronds ou en yoke? Alors des pulls, oui c'est vrai, parce que les t-shirts d'été, on entend beaucoup dire oui les t-shirts, il y a plus de col rond, c'est faux. D'accord. Il y a plus de t-shirts col V sur Ravelry que de t-shirts col rond. Mais sur les pulls, ouais, il y a, quand on regarde sur Ravelry, il y a que 10 000 modèles de pulls en col V. Alors ça, c'est ceux qui ont été recensés correctement, hein, mais alors qu'il y a 26 000 de col rond. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, je sais que c'est compliqué à entendre, mais je pense que c'est juste une question de les cols V plaisent moins, c'est moins à la mode et ça plaît moins. Et je sais que c'est difficile à entendre quand nous on a le goût qui est le moins populaire, mais voilà, il n'y a pas de lobby du col rond. Donc je pense pas qu'il y ait de raison. Enfin, les designers, enfin, on veut quand même que vous achetiez nos patrons à la base, donc on va pas.
enfin, je sais pas, on fait pas exprès de pas faire un truc qui serait hyper populaire pour embêter les gens. Donc non, c'est juste une question que la mode est au col, comme ça, voilà. Et ça plaît moins aux tricoteurs. Après voilà, il y en a quand même 10 000, hein, comme je vous ai dit, calmez-vous. Si je dois trouver une raison, en fait, pourquoi d'un point de vue design, c'est peut-être moins pratique, il y a 2 raisons. Une part esthétique, hein, c'est un truc esthétique, en fait, qui du coup est aussi très subjectif, mais quand vous avez un motif ou un point particulier ou quoi, que ce soit du jacquard, de la dentelle, de la texture, ben, si vous avez un col V, vous avez 2 lignes comme ça et un trou qui casse votre motif. Alors on peut faire exprès. Voilà, il y a des beaux modèles, notamment si on fait des trucs verticaux avec des torsades, justement jouer sur le V. Mais c'est vrai que moi, quand je travaille un point ou un motif de jacquard ou quoi, et que j'essaie de l'envisager pas du tout, de le visualiser sur un pull, bah, j'ai pas envie qu'il y ait un trou comme ça en plein milieu. En fait, ça casse. Je trouve pas ça très beau dans la majorité des cas. Ouais. Et l'autre truc, c'est que techniquement, c'est plus rigoureux un patron avec un col V, parce que faut gérer le col V et éventuellement un motif qui doit changer. Et si vous faites un raglan, et une emmanchure si c'est manche montée, et les raccourcis, etc. Et ça fait beaucoup de choses, et ça fait des patrons qui sont un petit peu plus complexes, et que les gens aiment moins tricoter, et les gens aiment pas trop se prendre la tête. Moi, c'est vrai que à chaque fois que je fais des modèles en col V, je rame un peu plus pour dire aux gens, mais vous allez y arriver, c'est bon. Les gens il y a globalement une tendance à faire le moins possible à faire les trucs les plus simples possibles, d'accord? Alors, je dis pas, je suis pas en train de dire, oh, les gens, ils sont paresseux, etc. Non, je pense que c'est aussi le travail du designer de faire en sorte que, même si y a plein de choses qui se passent, l'expérience de tricot soit fluide. Ça, c'est un travail qui est intéressant, et c'est le travail du designer, je pense, aussi, de justement faire en sorte que ce soit pas prise de tête, même s'il y a plein de choses. Mais c'est de fait, quand on tricote un col V, faut penser à plus de choses en même temps. Alors vous allez me dire, il n'y a pas forcément toujours des motifs ou quoi, mais une fois que vous avez fait votre basique en jersey avec un col V, vous n'allez pas en faire 150, quoi. C'est plus rigoureux de faire un col V, et tout ceci en prenant en compte le fait que un col V, ça pose plus de problèmes pour les gens qui le tricote, notamment vis-à-vis de l'échantillon en rang. Alors je sais que tout le monde s'en fiche, et qu'à chaque fois que je dis les mots échantillon en rang, tout le monde éteint son cerveau. Mais si vous avez un échantillon en rang qui est pas bon, ça pose problème et particulièrement sur un col V, et les gens, ils ignorent complètement le truc. Et le nombre de fois où je vois des gens se plaindre de la coupe d'un modèle, pas forcément du mien, hein, mais se plaindre de la coupe d'un modèle, particulièrement quand c'est un col V, et 2 secondes après, ils disent, alors j'ai pas vérifié mon échantillon. J'ai dit, il y a peut-être quelque chose. Si vous avez une coupe qui est sur cette hauteur, et que votre échantillon en rang il est différent, les conséquences sont beaucoup plus grandes. Vous allez avoir un col V qui va être comme ça, ou comme ça. Alors que quand vous faites un arrondi, c'est une plus petite zone, la zone d'augmentation. Donc, si au lieu d'avoir ça, vous avez ça ou ça, c'est moins grave. Voilà. Et ça, c'est compliqué à faire comprendre aux gens. Donc, moi, je sais que quand je design un col V, il va falloir que je fasse beaucoup de pédagogie à expliquer aux gens, si votre échantillon en rang, il est pas bon, c'est pas ma faute. Je n'y peux rien. D'accord? Et ça fait que, du côté du tricoteur, c'est agaçant, parce que quand on n'a pas le bon échantillon en rang, c'est pénible. En fait, quand vous n'avez pas le bon échantillon en rang, parfois, changer la matière des aiguilles, ça fonctionne, mais sinon, il faut changer la laine. Et vous avez acheté cette laine, vous avez envie de le faire avec cette laine, donc c'est agaçant. Et donc, vous allez vous plaindre, mais le designer, il peut rien non plus. Donc, voilà, c'est plus rigoureux, les col V. Donc, si je dois chercher des raisons, c'est pour ça. Après, je pense juste, c'est moins à la mode. Peut-être que ça va changer. Voilà. Après tout, les pantalons taille basse reviennent à la mode, donc comme quoi
tout peut arriver, tout peut arriver. Mais là, je vais avoir une armée de gens dans les commentaires anti-taille haute. Voilà. J'en profite pour dire, je l'ai mentionné dans la dernière vidéo inspiration, mais en février, du coup, je ferai une vidéo inspiration pull col V parce que ça m'y a fait penser. Donc, il y en a, et j'ai envie d'en partager dès qu'ils me plaisent beaucoup. Voilà un peu pour les trucs génériques et design. Après, quelques questions spécifiques sur le tricot, mais pas forcément liées au design. J'ai une petite question, langage tricot. Relever et tricoter X mailles, j'ai l'impression que je fais mal cette étape à cause du et tricoter. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en plus du simple relevage? Alors, souvent ce que les gens appellent simple relevage, c'est pas simple relevage, je reviens, je vais vous montrer. Alors, ignorez le chaos de cet en cours. Relever des mailles, je prends mon aiguille, je mets un brin sur mon aiguille, voilà, j'ai relevé. Relever, c'est juste ça. J'ai pris l'aiguille, je l'ai mise et j'ai mis des brins sur mon aiguille. Ça, c'est juste relever. Alors évidemment, je parle du truc techniquement tel que moi je l'ai appris, tel que les éditeurs techniques que je suis disent ce que ça veut dire. Parfois, chaque designer a des explications fluctuantes et a sa propre interprétation, ça arrive. Mais techniquement, relever, c'est juste ça. Voilà, je relève une maille, je relève 2 mailles, etc., etc. C'est extrêmement rare de devoir faire ça, de devoir juste relever sans tricoter. Moi, le seul cas de figure où je le fais, c'est quand je fais un montage en I-cord. Il y a différentes manières de le faire, mais à la fin de mon montage en I-cord, moi, je relève des mailles comme ça sans les tricoter, à la fin. Parce que ouais, je trouve pas d'autres cas de figure où on fait ça. Parce que même si on veut recommencer à tricoter de l'autre côté, il y a d'autres moyens de faire. Mais ça, c'est juste se relever. Voilà, je prends les brins, je fais ça, et je les mets sur mon aiguille. Voilà. Relever et tricoter, c'est j'ai un fil, d'accord? Le fil qui vient normalement de ma pelote, ok? Je prends mon aiguille, je mets dans mon tricot, je tricote une maille. Relever et tricoter. Et j'ai tricoté une maille. Et c'est comme ça, relever, tricoter. Relever, tricoter. Voilà, c'est la différence. Donc, dans l'immense majorité des cas, vous relevez et tricotez tout le temps. Je sais pas si c'est toi, mais j'ai eu cette question récemment vis-à-vis d'un test, mais le problème de la personne, c'était qu'elle tricotait à la gauchère. Donc, forcément, elle était inversée. Mais voilà. Oui, si vous tricotez à la gauchère, ne l'oubliez pas. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai des interactions au cours de test ou autres avec des gens qui avaient un problème en fait, ils se trouvaient sur l'endroit au lieu d'être sur l'envers, souvent c'est ça, où les trucs étaient pas symétriques, et je comprends pas, on comprenait pas ce qui se passait, en fait, on avait une discussion un peu lunaire, où je comprenais pas du tout comment c'était possible, et après plusieurs messages, la personne me dit: ah, au fait, je tricote à la gauchère, ça peut être quelque chose à voir. Je dis, bah oui. Pensez bien que si vous tricotez à la gauchère, donc de gauche à droite et pas de droite à gauche, bah c'est comme si je vous donne des directions pour aller à un endroit et que quand je vous dis gauche, vous allez à droite et je vous dis allez en face et vous allez faites demi-tour. C'est littéralement ça. Donc si vous tricotez à la gauchère, pensez bien que tout ce qui est direction, tout ce qui est endroit envers, faut que vous adaptiez. Et notamment sur les relevages de mailles, quand un patron vous dit de relever à partir d'un endroit, ça a une raison. Et donc si vous voulez relever de l'autre côté parce que c'est plus logique pour vous quand vous dans ce sens-là, bah ça peut avoir une incidence sur le début de votre projet ensuite. Voilà. Alors, ensuite, concernant les talons après coup, j'aimerais bien savoir, je fais toujours des gousselets, si ça donne le même confort. Non. Les talons après coup, c'est comme les talons à rang raccourci, vous n'augmentez pas la circonférence de la chaussette. Donc, vous n'avez pas d'aisance. Et donc, si vous avez un fort coup de pied, bah ça va, c'est moins confortable forcément. Après, je trouve personnellement que les talons après coup,
c'est plus facile de les faire un petit peu plus profond. Parce qu'un talon à rang raccourci, si vous voulez le faire plus profond, sans ajouter de gousset, parce que vous pouvez faire des talons hybrides, un gousset, rang raccourci. Mais si vous faites juste un talon à rang raccourci, quel qu'il soit, pour ajouter de la profondeur, en fait, il faut continuer. Et parfois, vous vous retrouvez avec un bec en bas, si votre talon est trop profond. Alors que sur un talon après coup, quand vous faites des talons après coup, en fait, vous faites comme une pointe. Relevez les mailles. Et déjà, vous pouvez tricoter quelques rangs sans diminution. Ça va ajouter de la profondeur. Et puis, vous pouvez diminuer plus lentement. Plutôt que de diminuer tous les 2 rangs, vous diminuez un rang sur 3. Voilà. Et ça va ajouter de la profondeur. Alors là aussi, toute proportion gardée, parce qu'en fait, vous ajoutez de la profondeur sur votre talon, mais c'est peut-être la partie haute de votre pied qui a besoin de marge, donc ça va peut-être pas bien se coupiller. Vous pouvez aussi faire les talons sur plus de la moitié de vos mailles. C'est-à-dire, typiquement, votre chaussette, elle est divisée en 2. Vous faites une chaussette 60 mailles, vous avez 30 mailles sur le dessus du pied, 30 mailles sur la semelle et donc le talon. C'est pas obligé. Vous pouvez faire un talon sur 40 mailles et garder 20. J'ai peut-être un peu exagéré, mais voilà, vous pouvez faire un talon sur plus de mailles et ça va vous donner un petit peu plus de confort. Faut expérimenter un peu. Mais la marge de manœuvre est moindre voilà, si vous avez un problème avec les talons à rang raccourci, vous l'aurez aussi avec les talons après coup et sans faire de gousset, sans changer le nombre de mailles. C'est pas envisageable, enfin c'est pas, il n'y a pas de solution qui soit suffisante pour les gens qui ont besoin en fait vraiment d'avoir plus d'aisance. Voilà, évidemment vous pouvez faire des côtes à cet endroit pour que ce soit plus élastique, mais voilà, ce sera pas un miracle non plus quoi. Alors, quelqu'un me demande, est-ce qu'il serait possible d'avoir un récapitulatif des fils de bonne qualité mais bon prix pour de bonnes substitutions? Alors, j'ai un fichier Google avec les fils que moi j'ai testés, donc c'est pas exhaustif évidemment, mais les fils que moi je connais qui sont abordables, c'est-à-dire qu'ils sont à moins de 0,050 € le mètre. Je crois que c'est ça. Bref. Si vous allez sur mon profil Instagram, il y a les liens en haut sur mon profil Instagram, vous cliquez sur plus de liens, autres liens, et il y a ce fichier qui est toujours disponible via mon profil Instagram. Et donc je recense un peu tous les fils, la matière, le prix au moment où j'ai ajouté la laine au fichier, et quelques conseils d'utilisation, genre c'est bien pour du jacquard, c'est bien pour ci, c'est bien pour mi. Si, mi, je ne sais pas qui sont si et mi, mais voilà. Voilà. Donc si jamais si je les mets là, c'est que c'est des fils que globalement j'aime bien. Sur les podcasts en anglais, attends, je retrouve ton message. Recommandé pour s'habituer à écouter et à comprendre les personnes parlant en anglais, les vlogs ou podcasts que je vous recommande en anglais. Alors, je me plains. Alors, je vais en citer quelques-uns, je vais en citer mes préférés, enfin mes préférés du moment. Ça veut pas, si j'en cite pas, ça veut pas dire que je les regarde pas ou que j'aime pas ou machin. Mais je me suis noté quelques-uns qui, je pense, seront intéressants, notamment si vous êtes francophone et que enfin francophone ou pas, mais que vous, dans une optique de quelqu'un qui parle pas forcément très très bien anglais, d'accord? Par exemple, Fruity Knitting, que je considère être le meilleur contenu tricot sur YouTube. C'est plus compliqué si vous comprenez pas l'anglais. Voilà, c'est un vrai magazine, il y a des termes très techniques. Il y a plein d'interviews avec des gens de plein de profils très très différents, donc des accents très différents, donc c'est pas forcément idéal si vous parlez pas du tout anglais. Mais des podcasts ou vlogs tricot en anglais pour des gens qui comprennent pas forcément l'anglais. Maya de Maya Tinks, donc dont je vous parle de temps en temps puisque je tricote un de ses modèles. J'ai testé un de ses modèles récemment. Elle a un podcast en anglais et elle est suisse francophone. Donc je sais pas, pour moi j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens quand même pour qui c'était plus facile de comprendre quelqu'un qui parlait en anglais avec un accent qui est le nôtre, vous voyez. Donc elle parle en anglais mais elle a
très bien, mais elle a un léger accent francophone, comme moi j'imagine, et du coup je pense que c'est peut-être plus facile de comprendre quelqu'un qui prononce les choses d'une façon qui est logique pour nous, vous voyez. Et en plus, ses vidéos sont vraiment très très bien. Elle a une approche du design, vraiment, là le truc elle est en train de designer, là son pull melon, et vraiment, il est très 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 beau, et elle a vraiment une approche très technique, elle va très très en détail dans les choix qu'elle fait au niveau de la laine, au niveau de la construction, elle est drôle, enfin je la trouve vraiment très 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 intéressante à écouter, je vous la conseille 1000 fois, et elle fait pas mal de projets différents aussi. Donc voilà pour l'option en anglais, mais parlée par quelqu'un de francophone. Ensuite, une chaîne. C'est mon coup de cœur de l'année dernière, je l'adore, je ne rate pas une de ses vidéos, c'est Breathing Yarn. Donc c'est Bella, qui est américaine, je ne sais où. Et je trouve qu'elle parle très clairement, elle parle assez lentement, mais c'est surtout que ces vidéos sont tellement bien que même si vous comprenez pas, je pense qu'on peut quand même passer un très très bon moment. Elle a vraiment une atmosphère visuelle très très chouette, c'est très beau, même son style, comment elle s'habille, etc. Ses vidéos sont très très bien montées. Elle fait pas de format classique podcast, elle fait plutôt des vidéos à thème où elle va montrer tout le processus d'un projet ou parler d'une certaine technique, etc. C'est quelqu'un qui bidouille beaucoup. En fait, elle va construire ses propres tricots, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant. En plus, comme je vous dis, j'aime beaucoup son style, la façon dont elle s'habille. Je la trouve très 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 chouette, et souvent quand elle a des vêtements ou des accessoires, elle montre comment elle va les porter, différentes tenues. Elle est hyper intéressante, motivante. En plus, elle a 2 panthères qui sont adorables. Et ces vidéos sont très 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 chouettes. Donc je pense que ça peut être vraiment cool, et c'est une approche du tricot que moi j'adore, qui est plus expérimentale. Elle tricote, elle crochette et elle coud aussi un petit peu, et elle va faire des projets différents puisque elle fait elle-même ses trucs, et j'aime, voilà, elle est vraiment, je pense qu'elle est comment dire, j'allais dire elle est vidéaste avant d'être tricoteuse crocheteuse, mais enfin ces vidéos sont de très très chouettes vidéos, au point que je pense que quelqu'un qui ne tricote pas ou ne crochette pas, je pense, pourrait quand même aimer ces vidéos, parce que elles sont très 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 bien en tant que vidéo de base. Voilà, c'est vraiment mon giga coup de cœur. Si vous la connaissez pas, je vous la conseille 1000 fois. Allez regarder Breathing Yarn. Ensuite, je regarde pas mal High Fiber Knits, donc c'est Emily. Oui, elle est canadienne, et elle, pour le coup, élocution parfaite, elle parle même très lentement. Voilà. Et donc vraiment elle a un anglais pas impeccable, très 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 clairement, donc là je pense que c'est nickel. Pareil, elle a fait plutôt des podcasts, oui, mais elle a une approche intéressante vis-à-vis de ses projets. Elle va beaucoup réfléchir sur comment elle porte, complètement à l'opposé de ce que je racontais tout à l'heure avec mon délire de on tricote ce qu'on veut, on s'en fiche si c'est pas portable. Elle, non, elle pour le coup, elle réfléchit beaucoup à son style, à ce qu'elle tricote, est-ce que ça lui va, les tenues, les couleurs, etc., les matières. Elle fait aussi quelques vidéos sur les tendances du tricot, etc. Donc j'aime bien son approche, je trouve que c'est intéressant, et elle parle très 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 clairement, vraiment, et elle parle de plein de choses suffisamment différentes pour que je pense que ce soit intéressant. Voilà. Ensuite, du côté british de la force, vous avez Florence de Handmade by Florence, qui fait des podcasts plutôt traditionnels, qui aussi parle assez clairement et qui va droit au but, et qui a une approche, elle est très détaillée dans ce qu'elle dit, elle donne pas mal d'infos techniques, voilà, elle est pas, elle reste pas en surface, mais ça reste quand même accessible. En ce moment, elle est dans sa période jacquard, c'est vraiment chouette, elle fait plein de trucs en jacquard. Elle est très transparente sur les laines qu'elle utilise, sur son avis, sur les patrons, etc. Donc ça, c'est chouette. Et ses vidéos sont moins longues que d'autres, n'est-ce pas? Donc voilà, ça peut être pas mal.
Et voilà, je pense que c'est un peu tout dans les gens qui parlent vraiment très clairement. Voilà. Mention spéciale, mais j'ai juste regardé une vidéo, mais j'ai trouvé qu'elle parlait assez clairement, enfin son anglais est impeccable, hein. Woozy by Céline, si jamais vous la connaissez pas, je viens de découvrir. J'ai regardé une vidéo, j'ai beaucoup aimé, c'est une italienne mais qui vit au Royaume-Uni si je ne me trompe pas, et j'ai juste regardé une vidéo pour l'instant, je vais regarder d'autres parce que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa personnalité, en tout cas comme elle transparaît en vidéo, et je pense qu'elle parle aussi, qu'elle articule plutôt bien. Voilà. Mais ma grosse recommandation, c'est Breathing Yarn, que j'adore. Je peux citer aussi éventuellement N.E. Knits, qui est une américaine aussi, alors qui tricote énormément. Si vous aimez Petite Knit aux États, etc., machin, elle tricote beaucoup de modèles assez comme ça, assez basiques. Elle va bien réfléchir plutôt sur le type de laine qu'elle utilise et les couleurs. Mais pareil, je trouve qu'elle parle assez clairement. Elle a un podcast qui est plutôt bien organisé. Et voilà, j'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime bien, dont j'aime bien la personnalité. Elle fait des projets, enfin c'est un très bon exemple de quelqu'un qui fait des projets qui sont relativement simples. Voilà, elle fait très peu de fioritures, hein. Globalement c'est des basiques en jersey, mais elle a quand même une réflexion dessus, sur les coupes, sur le processus, sur des petits détails, etc. que je trouve intéressant. Et ah oui, Nora de aka, alias, ça veut dire en anglais, Nora Knits, qui est très drôle. Je l'aime beaucoup. Alors je regarde pas tout parce que elle fait pour le coup, elle fait des vidéos toutes les semaines, les samedis je crois. Et elle est très drôle. Elle parle plutôt lentement aussi. Elle est relativement débutante, enfin dans le sens où je pense que ça doit faire peut-être 2 ans qu'elle tricote. Et ce que j'apprécie énormément, et je pense que ça peut être intéressant de regarder, c'est qu'elle est hyper motivante dans le sens où c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent débutants alors que ça fait 15 ans qu'ils tricotent. Elle, non, elle se pose pas la question. Elle est très, voilà, quand elle veut faire un projet, elle se pose pas la question de est-ce que c'est mon niveau de machin. Elle y va et elle partage vraiment beaucoup son expérience de comment de son expérience avec les patrons. Comment est-ce qu'elle a compris les instructions? Qu'est-ce qu'elle pense de tel truc, etc. C'est hyper intéressant pour moi en tant que designer. Vraiment, c'est une mine, c'est un trésor parce que elle est, voilà, c'est intéressant d'avoir l'approche de quelqu'un qui débute et qui fait un premier pull en jacquard, un premier pull tout en torsade. Elle fait des trucs assez aventureux, elle fait aussi des projets originaux en crochet, etc. Et elle analyse vraiment beaucoup les termes, les constructions, son expérience en fait de tricot quand elle suit un patron ou quand elle fait un projet perso. Et donc je pense que ça peut être intéressant parce que du coup elle va certainement appuyer sur des termes basiques ou débutants compatibles, voilà. Et si vous avez besoin de motivation, de vous montrer que c'est pas parce que vous débutez en tricot que vous pouvez pas faire les projets qui vous donnent envie et que vous pouvez pas vous en sortir, eh bien regardez là, ça va vous motiver. Voilà pour ces recommandations. J'ai dit que j'allais pas en donner 8000, mais il y en a encore beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos, hein, forcément, je passe pas mal de temps à tricoter mes prototypes et ben il faut il faut que je regarde quelque chose parce que sinon je suis vite distraite. Et voilà pour cette interminable FAQ. Je reviens vous voir un petit peu plus tard pour le reste du vlog et je vais bientôt le clôturer, je pense, parce que ça suffit.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée comme ça. C'est super. Bref. Je suis très contente de cette finition et vraiment j'ai rien eu à faire de plus que ce que je savais déjà devoir faire. C'est un petit peu difficile de vous montrer quand la deuxième partie n'est pas encore faite, mais vous voyez ici ma séparation. C'est hyper propre. Et après j'aime beaucoup le bord, la torsade sur le bord. Je trouve ça très joli. L'autre côté. Je suis ravie de ce que ça donne. J'ai beaucoup hésité sur le type de côte à faire. Alors je pensais, quand je suis sur un fil fin comme ça, c'est vrai que des côtes torse ou semi-torse du moins, c'est joli, mais comme les côtes sont faites à plat, la maille torse en vert, voilà, j'ai contemplé. Non, pas envie. Et j'ai pas mal de difficultés à associer différents types de finitions, donc c'est-à-dire avoir des finitions différentes sur comme ça le haut et le bas d'un projet. Moi j'aime bien que tout soit pareil. Si je fais des côtes 1-1, que tout soit en côte 1-1, etc. Et là, comme j'ai fait des finitions en jersey, je me suis demandé qu'est-ce qui allait bien avec un esprit un petit peu plus sportswear. Et je pense que les côtes de 2, ça rend bien, c'est ce que je voulais. Bon alors là c'est un peu bizarre parce que comme c'est pas bloqué, ça fait vraiment un truc. Mais une fois que ça aura pris son ampleur et que ce sera souple comme ça, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu l'esprit que je voulais. Ça marque vraiment la séparation avec au niveau de la fente, parce que j'ai hésité, est-ce que je continue en jersey à un moment et après je fais des côtes. En fait, je trouve que la séparation a été bizarre d'avoir un peu un double, comme un accro, je ne sais pas. De pas avoir de cassure à ce niveau-là, mais de l'avoir plus bas. Non. Ça, comme ça me plaît davantage. Je pense que je suis à la bonne longueur. Je vais peut-être faire une petite torsade de plus, c'est 4 ans, hein, et rabattre. Ça c'est le dos, et donc après je ferai le devant. Avant je vais rentrer mes fils, et notamment ce qui va être amusant, c'est de rentrer les fils sur la rayure très fine là de rose. C'est toujours un plaisir, parce que sur un fil, sur un tricot qui est pas forcément dense comme ça, un fil principalement en coton, si je rentre un fil de cette couleur à un autre endroit, ça va sur une autre couleur en fait, ça va se voir. Donc il va vraiment falloir que je comme ça sur le truc de la même couleur. Mais ça va, il y en a pas tant que ça. Je me suis emmêlée. Mais voilà, programme de les 2 prochains jours, je l'espère, terminer ce prototype. Et je pense que j'ai pas mal de temps avant de devoir lancer l'appel au test, donc je rédigerai pas le patron forcément tout de suite et je pourrai passer au design d'un futur projet. Ce sera un essai de châle, mais ce sera dans un prochain vlog, puisque je vous dis au revoir pour celui-ci, qui est beaucoup plus long que ce que je voudrais idéalement pour ce format, mais comme il y a la FAQ au milieu, voilà, je pense que c'est compréhensible. Je vous retrouve, je ne sais quand, certainement au moins début février. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Passez une belle soirée, après-midi, peu importe en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!